Bonjour à tous, très heureux de vous recevoir et très heureux que vous nous rejoigniez pour cette première de Secrets d'Alambic, un rendez-vous vidéo et audio sur les plateformes vidéo et de podcast, qui j'espère va devenir un rendez-vous récurrent. Et pour cette première, on a un invité de marque qui nous accueille un peu chez lui, Alexandre Gabriel. Bonjour. Bonjour, un plaisir d'être ici avec toi. Bienvenue chez toi, j'ai envie de dire. Donc, la manière dont ça va se passer, on va simplement évoquer certains points clés de ton histoire, alors personnelle et aussi professionnelle, pour essayer de comprendre là où tu en es aujourd'hui, ton entreprise, tes marques, tes distilleries, enfin tout un paquet de trucs parce que tu es un peu un homme multiple. Et voilà, donc on va essayer de se poser des questions et comprendre pourquoi Alexandre Gabriel et Alexandre Gabriel. Et pourquoi ces marques ont tellement de succès, parce qu'il faut le dire, ça marche plutôt pas mal pour toi. Bah écoute, merci. Alors tu vois, pour commencer comme ça et à t'écouter, tu sais, effectivement, c'est moi et je vais te parler, bien sûr, répondre à tes questions, et puis j'aime travailler avec toi. Et chez nous, c'est toute une équipe, c'est une aventure, ouais. C'est une aventure partagée, tu le sais, donc tu reviendras. Tu vois, je dis toujours, nos produits parlent pour nous, c'est la star à la fin, c'est les rhums ou les cognacs ou les gins qu'on produit, mais aussi c'est toute une équipe, la maison Ferrand, States, etc. C'est une équipe de créateurs, de gens qui travaillent ensemble. Et là, je t'en parlerai, tu verras aussi, parce que c'est aussi au gré des rencontres et des gens avec qui on travaille. J'imagine qu'un chef dans une cuisine te dira la même chose. C'est la brigade. J'aime ces peintres, tu sais, du 17e, 18e, qui avaient leurs ateliers avec des gens super bons autour d'eux, et c'est un peu une inspiration. On va reprendre un petit peu certains points clés de ta vie et de ta carrière, avant de rentrer plus en détail dans des points précis sur des sujets un petit peu plus spécifiques. T'es né en 1966, dans le sud de la Bourgogne, là où d'après moi on produit les meilleurs vins, mais ça n'engage que moi. Et très tôt, tu as été en lien justement avec le terroir et la vigne, puisque tu passais des week-ends, pratiquement tous tes week-ends sur la propriété familiale. L'importance de tes grands-parents aussi, puisque c'est entre autres ton grand-père qui t'a appris ces gestes de la terre, de la culture. On va y revenir, parce que ça, je pense que ça a été très important, très formateur pour toi. Et puis ensuite, on a une étape clé qui est de ton retour d'études aux États-Unis. Dans le cadre d'un travail pour ton école de commerce, tu découvres les cognacs Ferrand et tu vas t'associer avec Pierre Ferrand jusqu'à consacrer, une fois que tu étais diplômé, consacrer 100% de ton temps à cette aventure-là, et puis quelques années plus tard devenir le président de cette marque et des cognacs Ferrand. On saute un peu dans le temps et puis on voit que quelques années plus tard, tu te lances dans un autre projet qui à l'époque était un peu fou, mais comme souvent ce que tu entreprends, c'est les Gins Citadel. 30 ans l'année prochaine, ça remonte un petit peu. Et puis 3 ans plus tard, plantation, les rhums plantation avec cette signature clé sur tes rhums de double vieillissement sur place et puis après à cognac. Donc ça c'est vraiment les produits phares et les marques phares qu'on connaît de toi. Dernière étape sur mon résumé très très court, l'acquisition de la West Indies Rum Distillery et puis d'un tiers des 2 autres distilleries avec National Rum of Jamaica, donc Clarendon et Long Pond. Aujourd'hui, les produits sont distribués dans plus de 90 pays, près de 90 pays, des dizaines d'employés de Maison Ferrand. Donc voilà, comment t'en es arrivé là? C'est la question qu'on va se poser. Comment un touche-à-tout passionné d'histoire, insomniaque, collectionneur a pu arriver à la tête d'une telle entreprise? Alors c'est tout un programme, et c'est vrai que si tu veux, c'est toujours difficile de parler de soi, et les gens te disent toujours que c'est une suite logique des choses, et c'est qu'après que tu connectes les liens. Mais à t'écouter, tu vois, je me disais, parce que je me suis jamais posé la question comme tu viens de la poser, très franchement, parce que comme tu le sais, pour moi c'est l'équipe qui compte, et la mission, et produire moi j'aime beaucoup, si tu veux, créer ce sentiment d'étonnement, c'est de repousser les limites, tu vois, on en parlera peut-être tout à l'heure. Dernier bébé, c'est un rhum, un heavy rhum, où on a ces 4 ans de recherche
techniques, historiques. C'est quoi le Navy Rome dans les archives de la Navy? Ouais. Et tu vois, et ces créations, c'est toujours ce qui m'emmène, si tu veux, c'est les deux choses. Pour moi, s'il y a un fil conducteur, il y en a vraiment deux. Moi, j'aime travailler, j'aime une communauté qui a une mission. J'aime être au cœur d'une communauté sur une mission. Depuis toujours, ça m'a plu, ça a toujours été ça, et je le retrouve toujours dans tout ce que je fais. Et je suis entouré de gens incroyables. Je suis entouré des meilleurs dans la distillation, dans l'assemblage, chacun de leur domaine. Je suis avec chacun avec qui je travaille, je suis au cœur et ça, j'en suis très fier. T'as un musicien fou qui est mort maintenant, qui s'appelait Frank Zappa, qui était un guitariste de génie, mais qui s'entourait toujours des meilleurs, si tu veux, autour de lui. C'est très inspirant pour moi, et d'avoir toujours cette recherche d'excellence totale, mais qui se fait dans une équipe. Tu sais, les gens qui disent tout seul, non, moi, on n'est rien tout seul. C'est vraiment, surtout si tu es sur des produits de création, tu repousses les limites. Ici, on a découvert les 7 piliers du rhum avec Matt Pietrek, j'ai écrit ce livre, et on a réussi à redécouvrir c'est quoi les 7 piliers qui définissent vraiment un British Navy Rum, Royal Navy Rum. Bon, et qui était, voilà, et ça, c'est ce type de recherche qui m'intéresse. Si tu veux, les deux piliers pour nous, c'est cette communauté et c'est la création. C'est créer des produits, bien sûr un environnement dans lequel on a envie de vivre. Cette communauté, c'est ça, hein, c'est de dire à cette équipe, je dis toujours, on a une équipe un peu d'inadaptés en mission, hein, on est Brand of Misfits on Mission, on dit en anglais aussi, c'est des gens qui tu connais Mathieu, tu connais Guillaume, tu connais. Absolument. Bon voilà, ils sont un peu spéciaux et pour moi c'est une qualité, tu vois, et je pense qu'on est tous pareils là-dessus. Et ça c'est important. Et c'est un fil conducteur tout le temps chez nous. Il se trouve qu'effectivement j'ai grandi dans une ferme, j'ai été élevé par mes grands-parents, donc j'étais plus que les week-ends, j'étais quasiment en permanence et c'était une ferme polyculture. C'était pas une grande ferme riche, etc. Et donc ce rapport à la terre, il était hyper important pour moi en rétrospective, mais en même temps il me paraissait tellement normal et intuitif parce que quand tu grandis dedans, tu penses pas plus que ça. Et donc, si tu veux, et c'est un travail tu dis les gens, oui, mais tu dors pas beaucoup. Bon, j'ai une grand-mère qui lisait toute la nuit, qui me lisait des trucs, donc oui, je dors pas beaucoup. J'aime bien étudier, j'aime bien aller au fond de ce que je fais. Ça, c'est aussi un fil conducteur. Quand je fais quelque chose, j'aime bien, soit on le fait pas, soit on le fait jusqu'au bout. Et aussi, on doit définir toujours quelque chose qui est en différence, parce que si tu refais la même chose qui a été fait, tu sais, t'as des artistes qui sont très bons, mais qui sont des copistes. Et tu en as d'autres qui disent, ouais, mais on va vraiment essayer d'apporter quelque chose que les gens vont aimer ou pas, c'est pas le sujet, mais avoir une signature dans ce qu'on fait. Donc voilà, tout ça, c'est des points qui sont là et en rétrospective qui ont fait les choses. Et c'est vrai que j'ai grandi dans une toute petite communauté, un village de 70 habitants, où pendant les vendanges, tout le monde s'aide. On adorait les vendanges parce qu'on n'allait pas à l'école et même les instits venaient vendanger avec nous à la main. Et bien sûr, et c'est des moments qui te définissent. Finalement, tu t'en rends compte après. Et pourquoi après finalement et c'est une région où ma famille est depuis des siècles, où les cultivateurs se marient entre eux, et comme ma famille, si tu veux, depuis les années 1600. Et je pense que c'est une aventure française aussi. Si tu veux, hein, tu vas dans l'église, t'as les noms de différentes guerres, tu vois les Gabriel qui sont décédés dans les différentes guerres, etc. Et ça, je pense que c'est une histoire française, si tu veux. Je pense qu'on a tous, bon, ils trouvent. Et puis aussi, pour moi, toujours cet intérêt de la guerre, parce que qui était pas l'intérêt justement, mais la présence de la guerre. Parce que quand tu grandis avec des grands-parents qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale de façon très dure, et en fait, c'était cette présence toujours, tu vois, tu te dis finalement, faut faire vraiment ce que tu veux faire parce que quand ça va bien, etc. Et ça a été assez définissant. Quand tu dis que sur la ferme, donc c'était polyculture, il y avait de la vigne. Oui, absolument. C'était quoi? Alors, fruitier, alors c'était céréales, sud de la Bourgogne, tu as de la vigne, mais tu as aussi des vaches, tu sais, la charolaise, hein, dans le sud de la Bourgogne, et aux alentours du Pouilly-Fuissé. C'était pas des vignes tu vois, nobles, parce que c'était le raisin du village et des villages aux alentours, tu vois, c'était du gamay, etc. Il m'a donné avant de décéder son pressoir, qui était un pressoir, il fallait se mettre à plusieurs, il n'était pas hydraulique, hein, c'était à la mano, ces gros pressoirs, etc., que j'ai toujours, que je garde comme ça en souvenir, et de toutes ces années. Et pour moi, c'était important. Et finalement, si tu veux, je parlais pas l'anglais, j'étais là, j'ai beaucoup lu, étudié, parce que j'avais une grand-mère très éduquée. Et donc, ça, pour moi, c'était important, tu vois, et insomniaque, et qui disait, qui se levait. Et ça, pour moi, ça a été un peu aussi une signature. Et puis le fait que elle m'a dit, c'est elle qui me disait, tu vois, si elle croyait en moi, et quand tu as toujours quelqu'un dans la famille qui est là, qui est définissant, c'est elle pour moi, et qui m'a dit,
il faut que tu partes d'ici. Et j'avais 18 ans à bien avant, en disant que tu allais voir ailleurs. Et c'est là que je suis allé aux États-Unis, etc. Je pourrais apprendre l'anglais, faire un programme d'échange. Et après, je me suis dit, il faut que j'apprenne quelque chose. J'ai toujours été attiré par la chose agricole, mais j'ai toujours été inquiet par la chose agricole. Pourquoi? Parce que comment tu gagnes de l'argent en agriculture? Je peux te dire qu'on a grandi très modestement. Et comment tu gagnes de l'argent en réalité de façon à pouvoir vivre et faire vivre les gens qui travaillent avec toi. Et là, si tu veux, tu te dis que c'est dans la création, dans la distinction, etc. Il se trouve que je suis quelqu'un de créatif, maintenant je le sais. Et de se dire, bah, tiens, si on peut aller jusqu'au bout dans cet acte-là, mais que je connaissais rien en business, bah, je suis allé, j'ai fait... C'est ça. Et du coup, c'est vraiment pour faire ce lien que tu es allé aux États-Unis, que tu as fait une école de commerce, pour associer le commerce, l'international, mais toujours avec les pieds dans la terre. Bien sûr. Bah, pour moi, en se disant comment on peut en vivre, quoi, si tu veux. Moi, j'ai des cousins... pour qui c'est hyper dur, enfin j'en ai qui sont dû arrêter, tu vois, qui sont dans justement l'élevage, etc. Donc tout ça pour moi c'est en arrière-plan, et en se disant tiens mais est-ce qu'on peut repousser ses limites, tu vois, et se dire bah, justement je dis bah il faut que j'apprenne l'anglais hein, parce que si on veut parler des produits il faut voilà, et donc j'y suis allé, et puis aussi il faut apprendre c'est quoi le business si tu veux, comment ça marche, les affaires. Parce que, et j'ai toujours dit depuis toujours, c'était, tu vois, la tête dans les étoiles, on est des rêveurs, on crée des produits de dingue, et on adore ça, et on en rêve la nuit, tu vois. J'ai pensé à 2 trucs toute la nuit, là, sur lesquels je travaille. Et mets les pieds dans la terre, les pieds dans la terre. C'est-à-dire que si nous, on n'arrive pas à équilibrer nos comptes, cette indépendance qui nous est si chère, qui nous permet de vivre cette communauté où je réinvestis, en 36 ans, j'ai jamais pris de dividende, où on réinvestit absolument tout pour cette mission partagée. Bon, bah, ça s'arrête hein, si on gagne pas de sous. Et donc, c'est parce qu'on réinvestit pour ce bien collectif et la qualité de ces produits, qui sont ces 2 missions. Donc, voilà un petit peu le lien qui fait que effectivement, je m'expatrie et j'apprends l'anglais. Je me dis, il faut apprendre le business, que je fais une école de commerce. J'étudie à New York, j'étudie au Japon. Pour moi, c'était hyper intéressant. Tu restes combien de temps aux États-Unis? Alors, j'aurais eu un peu plus d'une année aux US, une année au Japon, mais j'avais pas de sous. Et donc, j'avais pas de sous, j'ai fait un emprunt étudiant, tu vois, 2 fois 10 000, c'était 100 000 francs à l'époque, donc 15 000 euros 2 fois. Et puis, donc, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant, et avec d'autres personnes de ma classe, si on crée une petite association et on avait des projets scolaires, mais au lieu de faire des projets qui soient rémunérateurs, tu vois, parce qu'on n'avait pas de sous. Et puis, comme on allait être aux États-Unis, moi, je connais bien les produits de fermiers, hein, que ce soit le vin, que ce soit... vous avez les foins et tout ça, donc on a représenté sociétés agricoles ou de matériel agricole. On a un système de lieuses à balles rondes, tu sais, les grosses balles et tout ça, un système d'automatisation. Avant, c'était très cutting edge, dont on discutait avec les gens de John Deere. Je sais pas si tu vois les équipements de John Deere. Donc dans le Midwest, tu vois, américain. Et en disant, et pour nous, on était le moyen pas cher pour des petites entreprises qui avaient un grain de folie dans ce qu'ils faisaient, qui était intéressant de dire tiens, et d'ouvrir des marchés. Et un des clients, c'était, on avait plusieurs clients, donc principalement agricoles, ou si c'était industriel, c'était pour les produits agricoles, comme je viens de te dire. Et un des clients, c'était la famille Ferrand qu'on avait rencontrée et qui était une toute petite structure avec 3 branches dans la famille. Et donc effectivement, la branche Pierre Ferrand, la branche Jackie Ferrand, la branche Élie Ferrand. Et cette aventure part de là, si tu veux, où moi, je faisais mes études, mais comme je payais mes études en travaillant, j'allais pas trop en cours, si tu veux, et il faut pas le dire. Mais la priorité peut-être ailleurs. Mais bien sûr, parce qu'il fallait, et donc on allait en cours avec, puis à l'époque, tu sais, pour faire business, il fallait avoir le costume, etc. Donc on allait, puis il fallait avoir l'air un peu plus vieux parce qu'on était très jeunes. Et donc, si tu veux, l'idée c'était de dire, tiens, et donc on n'avait pas le temps, hein, si tu veux, d'y aller. Même à la fin, tu vois, j'ai pas pu finir l'école, et c'est qu'après, je suis allé passer le test et que j'ai bossé dessus parce que je voulais avoir le diplôme. Mais comme on avait payé, mais si tu veux, voilà, on se retrouvait avec plusieurs employés et à la fois étudiants. Tu vois, moi j'étais étudiant avec 4 personnes qui travaillaient dans la structure. C'était dans notre appart à Bayside, dans le Queens, etc., où on travaillait. On avait un vieux van et on allait montrer les échantillons partout, etc., pour parler des produits. Et moi, je savais les faire, donc je savais en parler. Et c'était des produits dans lesquels on croyait. Et donc il y avait cela. Et t'as quel âge à ce moment-là? Alors là, j'avais 22 ans. 21 ans, 22 ans. 22 ans. Et puis après, si tu veux,
une des branches de la famille Ferrand me dit, mais nous on est là, il n'y a plus personne qui vraiment veut prendre la suite. Est-ce que ça t'intéresse? Et là, je m'occupais spécifiquement du cognac. Et là, tu sais, t'es jeune, tu sais pas. Et c'était certainement une décision qui avait aucun sens financier, franchement. En rétrospective, il faut dire la vérité. Ouais. Tu sais, les gens te disent, oh là là, non, 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 il n'y a pas de génie du tout. Je vous rassure, Il n'y avait pas de totalement. calcul, il n'y avait pas de génie au départ. Aucun, mais jamais. Hein, c'est juste beaucoup de travail et beaucoup d'application. Et l'idée de se dire, tiens, pourquoi pas? Et à l'époque, je me rappellerai toujours, j'avais rencontré cette femme aux États-Unis, une rousse un peu folle que j'adorais et que j'adore toujours, qui est maintenant ma femme. Et je voulais la présenter à mes grands-parents. Et qui me disait, il n'y a pas assez de françaises, c'était une américaine, mais en même temps, cette vue de l'Amérique, pour des gens qui ont été prisonniers, etc., c'était beaucoup de sens, qui ont vécu la guerre. Et puis la famille Ferrand me dit, bah non, mais amène la copine. Je dis, je vais la présenter à mes parents. Et maintenant, on est mariés avec 3 enfants, c'est une belle aventure. Et là, ils me disent, voilà, il faut, si tu veux prendre des parts, etc. Et à l'époque... Là, tu avais déjà arrêté tes études? Non, j'étais toujours dans les études. J'étais toujours étudiant. Tu pouvais pas consacrer à ce moment-là vraiment 100% de ton temps? Moi, j'ai fait que bosser dans ça. J'allais aux examens, si tu veux, mais je pouvais pas. Je travaillais là-dessus. C'est pour ça qu'on a eu un parcours un peu spécifique. Et je suis retourné plus tard passer l'examen final que j'ai eu, mais qui était etc. Mais si tu veux, là, je bossais tout le temps. Mais tout le temps, c'est tous les jours. C'est normal. Hein, quand tu montes quelque chose, on avait des boîtes qui nous faisaient confiance, donc il fallait apporter des résultats. Et puis ça s'est fait. Et puis une décision où tu te dis, bah oui, ça va être bien, etc. Et ça me rappelait comme j'ai grandi. Et je me suis dit, cette vision, tu sais, dans une ferme, tu as plein de monde. Tu parlais de ma vie privée, de ma vie professionnelle. Alors là, tu sais comme je vis, hein, à Cognac, on a une ferme, je suis dans la ferme, j'ouvre la porte, je suis au travail, et je ferme la porte, et il y a les bureaux qui sont là, etc. Et en fait, j'ai grandi comme ça et j'aime bien ça. J'avoue. Et là, il faut trouver quelqu'un qui partage ta vie, qui a les mêmes choses, j'ai appris ça, et qui aime bien ça. Donc voilà cette aventure qui commence à s'être structurée. Et au départ, là-dessus, sur une complètement micro-entreprise au départ, si tu veux, où tu te retrouves à faire 100 000 euros, 150 000 euros de chiffre d'affaires. J'imagine que tu dois être un peu au four et au moulin. Là, tu fais absolument tout. Bien sûr, la production, mais aussi aller voir les clients partout dans le monde. Il n'y a pas de GPS, tu te retrouves en Corée, tu as des cartes en coréen, il pleut, tu es déjà à 1 heure du rendez-vous et tu sais pas comment tu vas y arriver, tu te demandes où c'est, tu sais, etc. Donc des moments aussi difficiles. Donc voilà ici, et surtout pour nous toujours, moi je dis toujours dans nos produits, et ce que j'aime beaucoup les produits caractérisés qui ont du caractère, et donc de toujours faire, je dis toujours à l'équipe au niveau de la production, quand on fait, c'est la partie tu sais que j'adore, et si on n'a pas quelque chose à dire, on le dit pas. Un spiritueux qui est une imitation d'un autre, c'est pas nous, je veux dire, c'est nous, il faut faire des choses qui disent quelque chose de différent. On parlait du Navy qui vient de sortir, on pourrait te raconter l'aventure gustative et ce que ça représente dans chacune de ces bouteilles. Et ça, c'est la partie que j'adore, tu le sais. Et donc, oui, Ferrand, j'avais pensé, tu vois, pour moi, tu vois, je dis un grand cognac est l'expression de son terroir. Et son terroir, c'est pas juste la terre, c'est pas juste le climat, c'est cette griffe, ce travail. Je dédie mon 3e livre, mon premier tu le sais, c'était sur le cognac, son histoire, le 2e sur le Navy Rum, mon 3e sur l'art et le travail du master blender et du maître assembleur. Et là, si tu veux, ce travail, il va dans les racines. Et là, on a de la chance, c'est que ces spiritueux, que ce soit le cognac, le gin ou le rhum, ont une histoire extrême et qui est technique et qui est une source d'inspiration pour moi. Alors tu disais, ça y est, tu consacres autant de temps que tu peux à Ferrand, au cognac Ferrand, en faisant plein de tâches différentes parce qu'il n'y a pas le choix et puis tu étais déjà passionné, je pense. Combien de temps s'est passé entre ce moment où tu deviens associé et puis ce moment où c'est toi qui tiens les rênes? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le cheminement pour que tu arrives à finalement être à la tête de cette marque, de ce cognac? Ça s'est fait au fur et à mesure. Au départ, si tu veux, alors il y a toujours eu quelqu'un pour moi personnellement qui était important à Cognac, qui est quelqu'un qui était à l'époque une dame
qui me paraissait vieille, mais elle devait avoir l'âge que j'ai maintenant. Tu sais, quand Relativement t'as 23 jeune, ans. ouais. Merci. Et qui était mademoiselle Ferrand, mademoiselle Rançon Ferrand, qui était toujours au bout du chemin et qui s'est jamais mariée, qui vivait dans ce domaine qui est magique, où il y avait un zoo au 19e, etc., et qui me disait, et qui s'est investi beaucoup sur l'idée que je pouvais reprendre ce flambeau, etc. Ça a toujours été quelqu'un, et avec une relation, c'est une personne qui voyait que 4 personnes. Quand je me suis marié, elle a Debbie aussi, donc elle a vécu vraiment dans le secret. Je sais pas si tu es allé au manoir de Mademoiselle déjà à Cognac, et donc ce milieu, c'est très, voilà, c'est Claude Mur, et elle a vécu là, si tu veux, avec la mémoire de ses ancêtres. Et toutes les archives d'une maison, tu imagines pour moi, sur le cognac, etc., sur la futaille, sur tout ce qui se faisait. Donc moi, c'était important. Et je me suis associé avec une relation difficile au départ avec une des branches de la famille. Et comme ça peut arriver, etc. Et puis après, le rachat des parts progressivement, si tu veux, qui s'est fait. Et mais ça, tu parles de l'histoire de 36 ans, tu vois, tout ça, c'était il y a 25 ou presque 30 ans. Et puis au fur et à mesure, si tu veux, le fait que je me retrouve seul actionnaire. Et là, c'est il y a 22, 23 ans, si tu veux, ou 22 ou 23 ans. Et là, de se dire, où là, on peut se concentrer encore plus sur cette mission. La création du gin Citadel, ça paraît, tu vois, les gens disent, oh là là, vous avez vraiment vu la tendance du gin artisanal venir. Mais la vérité, c'est pas ça. J'aimerais te dire que je suis ce génie qui a pensé. Mais si tu veux, pour moi, tu sais, on est toujours dans cette Madeleine de Proust quand tu crées des choses. C'est quoi les choses qui te parlent? C'est quoi que tu as vécu quand tu étais plus jeune? C'est quoi Nous, quand on sortait, qu'on était jeunes et on buvait des mauvais gin tonic, tu vois, et peut-être me dis pas que t'as pas vu ces gin tonic. Je n'en parlerai pas. T'en parleras pas parce qu'on veut oublier. Mais parce que le gin, de par sa réglementation, permet plein de choses et plein d'expressions. Et moi, tu vois, nous, on avait cette possibilité de distiller, si tu veux, le reste de l'année. C'était ça, parce que les gens savent peut-être pas, mais le cognac ne peut être distillé que 6 mois de l'année, jusqu'à fin mars. Voilà. Puis ensuite, les alambics, sont... Alors, il y a peut-être du nettoyage, de l'entretien, mais sont à l'arrêt. Sont à l'arrêt. Voilà. Du coup, l'idée, c'était quoi? C'était de pouvoir utiliser ces alambics pendant cette période-là? Bien sûr, parce que si tu imagines, je suis quelqu'un un peu intense, tu vois, tu te dis, on a ça, on fait de la recherche. Et pourquoi on ferait pas le meilleur gin au monde qui est plus fait? Parce que certains gins sont faits avec même des arômes artificiels de genièvre. Mais est-ce qu'on peut revenir avec des genévriers? En plus, c'est sympa parce qu'à Cognac, les gens ne le savent pas, mais dans le sud-ouest de la France, et c'est la même chose en Gascogne, il y avait les genévriers étaient élevés parce que c'était un condiment. Pense au civet de lapin. Moi, j'adore la charcuterie, c'est mon péché mignon. Pense à certains pâtés avec des baies de genièvre. Pense à la choucroute. Ça faisait partie de la cuisine médiévale et post-médiévale. Et parce que la cannelle, le poivre, tout ça, ça coûtait. Il fallait aller à l'autre bout du monde. Et il y avait qu'une petite faible partie de l'aristocratie qui en avait. Et donc, tu as toujours ces sommets de collines à Cognac qui sont toujours peuplés de genévriers, qui sont les rejetons de siècles, si tu veux, qui sont là. Et je me rappellerai toujours un jour, un vieux monsieur Bonnet, voisin de chez Bonbonnet où j'habite, et qui me dit, tu sais, moi, quand on était gamin, il n'y avait pas l'arbre de Noël qu'on va acheter à la grande surface, et puis il n'y a pas de sapin à Cognac avec le climat. Mais on coupait mon grand-père ou mon père coupait un genévrier, on mettait nos chaussures sous le genévrier. C'est pour te dire que ça faisait partie de cette culture. Et je me suis dit, tiens, mais pour pas venir, si tu veux, vraiment sur la baie de genièvre, un produit qui soit travaillé. Les alambics qu'on a, c'est des alambics très précis, qui sont vraiment très chouettes, des alambics à repasse. Et là, je me suis mis à travailler dessus, à faire une recherche, tu me connais, folle sur le gin. On a trouvé les origines, si tu veux, etc. Alors, des années de recherche. Moi, j'ai commencé en 1992, et en 1996, avec des discussions avec les douanes, est-ce qu'on peut utiliser nos alambics hors saison? Et ça, c'était au départ la réponse, c'était non. Et puis, j'aime beaucoup ce dialogue avec l'administration française parce que si tu veux, quand tu as des points d'appui qui sont solides, tu as souvent des gens d'un bon niveau avec qui tu peux discuter, même si ça prend longtemps, il faut le dire. Et là, ça a pris des années. Et au bout d'un moment, se dire, je me rappellerai, je salue d'ailleurs un monsieur des douanes qui s'appelle Michel de Hosky, qui est maintenant décédé, qui m'a vraiment, vraiment soutenu. C'était un type qui adorait l'histoire quand il a vu les travaux. Et là, on s'est mis à distiller et à sortir donc Citadel, gin de France, premier gin artisanal au monde, à la réflexion maintenant, en 1996. Et là, on se dit,
ça va être une révolution, on va inonder le marché haut de gamme du gin. Alors attends, parce avec que Citadel. avant d'en arriver là, parce qu'en effet, bon, et maintenant d'ailleurs quand on voit presque 30 ans plus tard, le nombre de maisons de cognac qui servent de leurs alambics hors saison cognac pour faire d'autres choses, voilà, il y en a maintenant pas mal. Pourtant, je m'étais fait engueuler à l'époque. Bah, j'imagine, mais bah, t'as un peu ouvert la voie. Mais à la base, le point de départ pour Citadel, parce que tu nous l'as dit, Ferrand requérait beaucoup de travail dans plein de domaines différents. Et toi, tu dis, tiens, je vais en rajouter une couche sur ma charge de travail, je vais faire du gin. C'est quoi ton idée? Tu sais, un acte de création, c'est jamais tu te mets à ton bureau, tu dis je vais créer quelque chose, tu vois. C'est toujours moi j'ai toujours comme beaucoup de gens un pad à côté du lit et des bis à l'emmerde de temps en temps parce qu'il y a attends, c'est quoi encore ce truc-là avec le téléphone maintenant ça réveille plus, mais de toujours noter tes idées. Donc là tu vois, tu es là, c'est moi, voilà, je travaille 17 heures par jour, tu te retrouves à faire plein de choses, et là, tu te dis, puis tu as des moments, tu vois, plus calme, où tu te dis, et là, tu te dis, puis là, bah, la distillation, c'est l'exemple. Tu distilles pendant 5 mois, le reste du temps, tu es là, tu as une capacité de faire, de travail. Après, je dis, on va planter nos propres genévriers. Bon, bah là, si au début, tu n'en plantes pas des milliers, maintenant, on en a des milliers, mais tu en plantes 1, 2, 3, tu regardes comment ça va. Et donc, les gens oublient. C'est 36 ans de travail, tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu marches comme ça, toujours dans une direction, et même si, bien sûr, j'ai fait plein d'erreurs, mais tu as le temps de les corriger, de te rebalancer. Donc, effectivement, Ferrand au départ, donc travail ce travail de distillation, de vigne, d'élevage, de vieillissement. J'apprends le métier d'éleveur, assembleur, donc avec un monsieur qui s'appelait Jean-François Verger, qui est vraiment quelqu'un qui m'a complètement donné, si tu veux, son savoir, qui m'a complètement fait confiance, et des techniques très pointues. Et puis moi qui va voir à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur le sujet, bah, je passais énormément de temps avec eux, et c'est ce livre le troisième sur lequel je travaille, c'est réellement le travail, il a commencé il y a 30 ans. Hein, c'est, tu vois, à Cognac, la méthode des petites eaux, par exemple. Alors, je suis désolé, hein, c'est un peu technique, mais à Cognac, vraiment, si tu veux, sur les plus vieux cognacs, si tu veux vraiment qu'ils soient complètement parfaits, super équilibrés, ton eau de réduction pour mettre dans les fûts, ou même après, pour que tu sois, par exemple, là, je dis n'importe quoi, 48% et non pas 75 ou 70, plutôt, pardon, à Cognac 72, exactement, etc. Mais ta réduction, ton eau de réduction, eh bien, dans le temps, en fait, et moi, c'est les techniques que je pratique toujours, tu les mets dans un fût qui a contenu du cognac. Et elle va venir tirer une partie du cognac de ce fût, et ça s'appelle les petites eaux. Et cette eau, elle a complètement intégré l'idée du cognac, et elle a été adoucie, si tu veux. Et en fait, l'eau, elle va pas choquer le cognac quand tu l'utilises en eau d'hydratation. Et ça s'appelle la méthode des petites eaux, qui n'existe à ma connaissance qu'à Cognac. Pourtant, j'ai travaillé avec des maîtres distillateurs et assembleurs du monde entier, et qui n'existe qu'à Cognac. Je te donne cet exemple pour pouvoir en citer plein, le tranchage, etc. Et donc ça, c'est des techniques que j'adore, que je collectionne, que j'étudie depuis toujours, et que j'essaye de d'ailleurs cataloguer, parce qu'il n'y a pas d'école pour cela, et je trouve que c'est dommage pour des jeunes qui veulent s'investir. Maintenant, j'ai un fils qui a 27 ans, qui se prépare pour nous rejoindre depuis qu'il a 17 ans, et qui a distillé dans plusieurs distilleries, etc., qui maintenant apprend le business parce qu'il connaît rien, et là-dessus, etc., et en plus de la technique, et c'est son choix. Et donc, tu vois, j'ai catalogué tout ça. Et donc, le gin, c'est pareil. Tu te dis, c'est quoi le gin? C'est né où? Alors, on te dit, le gin, c'est anglais. Ben non, à l'origine, il y a Genève, il y a Geneva, et c'est où? Enfin, je vais pas pas faire une masterclass sur le sujet. Et en tirant le fil, tu vois, on arrive à la Citadel, qui était une des premières, la première genévrerie patentée française, qui avec certaines recettes, mais qui était incomplète, et qui, d'ailleurs, c'était du Genièvre, qui est l'ancêtre du gin, etc. Donc, tu retravailles ça, tu le redistilles, puis hop, t'as du moment, puis tu reprends où tu avais laissé les choses. Puis un jour, tu goûtes quelque chose, et d'ailleurs, j'ai un brevet sur le gin. Il n'y en a que 2 ou 3 dans l'histoire du gin, je suis très fier, qui est l'infusion progressive à un degré digressif, qui permet de faire un gin qui soit super intégré, plein de goût, et qui ne mord pas, tu vois. Donc ça, c'était botanique. Le pourcentage volumique d'alcool va être adapté en fonction des botaniques et de la durée. Voilà, la durée d'infusion, c'est-à-dire, parce qu'au lieu de mettre, il y a plusieurs manières de faire un gin. Un gin bas de gamme, c'est des arômes dans un alcool neutre.
etc. Et ça, faut éviter d'en boire si on peut. Ouais. Et pour moi, très franchement, ça devrait pas être un gin. La deuxième catégorie, c'est les gins de distillation. Alors, tu as la méthode où tu mets tes épices dans l'alambic et tu commences à distiller. Ouais. Certains sur des grilles, des baskets ou certains dedans. Avec les paniers. Et nous, on s'est dit, et d'autres qui font des distillations séquentielles, les épices séparées, tu assembles les résultats. Et moi, l'idée, c'était de se dire, tiens, si tu fais ça, tu intègres pas les choses ensemble, t'as pas de fondu. Le fondu, c'est l'intégration des éléments. Et donc, pour faire du fondu, il faut que ce soit distillé ensemble. Mais pourtant, chaque épice, tu s'extrais de façon différente. Donc, l'idée, c'était de mettre ces deux choses ensemble et d'intégrer ces épices comme tu ferais du thé, si tu veux, avec un degré que tu réduis au fur et à mesure, et tu les mets comme des sacs de thé jusqu'au moment où tu as une espèce d'infusion parfaite. Et c'est ça que tu distilles, tu vois. Et donc, tu as un fondu, une complexité, un équilibre. Et chaque épice a été extraite fabuleusement. Je te donne un exemple très, très simple. Tu as certains éléments dans une épice qui est plutôt soluble à l'eau et d'autres à l'alcool. Et tu vois, et donc, donc tu les infuses pas au même degré suivant ce que tu veux chercher dans cette épice. Et voilà, si tu veux, les fondamentaux de ce brevet, et qui est donc avec la naissance de Citadel et le début de la commercialisation en 1996. Et là, je te disais, on se disait, c'est super, c'est délicieux, on va réussir, c'est incroyable. Et en fait, non, pas du tout. C'était très difficile le départ. Parce qu'il n'y en avait pas justement, et que c'était s'attaquer à une catégorie qui n'existait pas, pour ainsi dire. Tu sais, quand les gens te disent le premier, c'est celui qui arrive, etc., moi, je suis pas sûr, tu vois. Parce que le premier, souvent les premiers, c'est ceux qu'en Chine où on les oublie. Et qui doivent, bien sûr. Et tu vois, on te dit Edison, mais en fait, Edison, c'était pas le premier, toi, on apprend qu'il y en a un autre, on a tous oublié. Et t'essayes de pas être celui-là, tu vois. Et l'idée, c'était ça. Et je me rappellerai toujours ces moments super difficiles. Je me rappellerai d'avoir présenté le produit à mon importateur à New York, Mike Shaw, de la société Paramount Brands. Et lui, il me dit ça, il me dit, mais enfin, un gin français, infusion progressive. Mais non, le gin, c'est pas cher, c'est fait pour ça. Et moi, j'étais vachement déprimé. Et un journaliste qui était quelqu'un qui adorait nos cognacs Ferrand, qui nous dit, que je salue d'ailleurs, et c'est en 1998, j'ai toujours son article dans mon bureau quelque part, et qui a dit, mais qui n'a pas l'air d'aller, tout ça. Donc je dis, je lui raconte, bah oui, on a ce produit, ça fait des années, on a vachement investi, et je pense qu'il est incompris et tout ça. Et lui, il me dit, mais on peut goûter. Et en fait, j'avais une bouteille. Donc je lui sors une bouteille, il goûte et il adore. Il a une demi-page dans le New York Times, Citadel Gin Storms the Gate. Vraiment, j'étais ravi. Et le deuxième break, c'était en 99, Ferran Adrià, tu sais, qui était le grand chef de El Bulli, qui a inventé la cuisine moléculaire, qui est à la télé en Espagne et qui dit le gin tonic est un acte gastronomique, et qui sort une bouteille de Citadel et qui fait un gin tonic avec un tonic qu'il a fait lui-même. Et là, pour nous, c'est là d'ailleurs que le gin tonic tel qu'on le boit, tu sais, dans un verre à vin, c'est lui qui a inventé ça. Vraiment, ça vient de la gastronomie. Et ça, cette action-là, cette promotion en quelque sorte, c'est quelque chose qui est arrivé. Moi, j'en avais aucune idée. C'est ça, lui, j'ai notre importateur à l'époque, César, qui m'appelle. Je pensais que Barcelone au foot avait gagné tellement il était heureux. Et en fait, c'était pas le foot, c'était qu'il voyait Ferran Adrià à la télé en me disant, tu peux pas comprendre, etc. Je dis, mais explique-moi ce qui se passe. Et là, si tu veux, ça a été super, parce que l'Espagne, après, complètement, qui est un pays qui aime beaucoup le gin, s'est embarqué sur un gin qualitatif, etc. Et ça a été le premier succès de Citadel pour nous, c'était en Espagne. Donc il a bien fallu 3-4 ans après. Pour nous, si tu veux, 96 on lance, on a 4 ans de traversée du désert, puisque ça c'est 99, le temps que les choses se mettent en place. Puis on commence à respirer en 2001, 2002, 2003. Puis après, tu as toute cette vague de gin qui commence à naître. Hendrix, je me rappelle plus, c'est 2004 j'imagine, 8 ans après ou quelque chose comme ça. Et puis après d'autres qui arrivent, tu vois. Et moi je rêvais d'une catégorie, du gin multiple, tout ça. En fait, ça s'est passé comme ça. Et c'est tant mieux, je trouve que c'est fabuleux, c'est un spiritueux exceptionnel. Absolument. Et puis après, il y a eu toutes les variantes. Citadel, il y a pas mal de différents thèmes dans Citadel. Ça y est, là, tu as sur les épaules Cognac Ferrand, Citadel, avec 2 fois plus de boulot, on va dire. Et puis, du coup, tu as l'idée de lancer Plantation à ce moment-là. Alors, tu vois, 3 ans, en 99. En 99. Mais là, tu vois, il faut juste se placer de comment on travaille. Chez Ferrand, et maintenant avec States, West Indies, à la Barbade, on crée toujours, tu vois, une dizaine de produits par mois.
qui est un entraînement pour nous. Tu vois, comme un musicien, pour moi, par exemple, c'est dans la musique, quelqu'un qui, tu vas jouer des pièces que qui sont pas partie d'un concert, mais pourquoi? Parce que déjà, on adore, c'est un peu égoïste, mais aussi parce que ça t'apprend plein de choses. Tu vois, tu réexplores plein de techniques, tu travailles, donc je travaille avec d'autres maîtres assembleurs, d'autres maîtres distillateurs, avec qui on discute tout le temps. Et on est, tu sais, les grands bartenders ou les bartenders font cela, tu vois, avec les guest shifts, etc. C'est la même chose. Et les musiciens qui jouent avec un autre groupe, et qui, tu vois, c'est ça l'idée, c'est toujours d'aller chercher avec d'autres des savoirs. Donc ça, on l'oublie, ça c'est l'envers du décor. Donc on est toujours à créer des produits. Tu vois, quand mon fils a vraiment commencé à s'y intéresser, tu vois, il était là, bon, bah, dès qu'il y avait des vacances scolaires, je le mettais dans mes bagages, et il s'est retrouvé, tu vois, par exemple, au Belize, lui, il attrapait des serpents, on distillait toute la semaine, c'est la famille quand même. Coelho, oui, d'ailleurs, oui. Ma grand-mère lui avait appris à attraper les vipères, donc ça va. Et en fait, et donc lui, tu vois, il était là, puis un jour, je l'emmène, on a distillé de la pechuga, tu vois, au Mexique, avec des amis, tu vois, et je vais pas lancer de pechuga, les gens en avaient appris, c'était avec nos amis de Cietes Misterios, donc il y avait une bouteille, ils ont fait comme ça, mais c'est une manière d'apprendre. Et puis de temps en temps, tu te dis, tiens, mais là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et l'idée, c'est pas d'aller partout, c'est d'apprendre de partout pour faire mieux ce que tu fais, tu sais. Et ça c'est vraiment important. De distiller avec des amis ou de travailler sur des levures sur une autre région, tu vas te dire, mais attends, mais nous on a ça chez nous. Ou d'aller chercher dans l'espace ou dans le temps des savoirs qui fait que ce que tu fais, tu le fais encore mieux. Parce que dans tout l'univers des spiritueux, il y en a vraiment 3 qu'on a travaillé, tu le sais, avec une petite digression dans les liqueurs avec le dry curaçao, mais qui est une des expressions sur une base cognac. Et donc, ces recherches sont là. Et donc, de temps en temps, tu te dis, bah oui. Et le rhum, c'est une autre aventure. Pour moi, c'est une aventure où j'essaie de vendre nos fûts d'occasion de cognac et d'en tirer un maximum. Rappelle-toi, la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Il faut gérer une ferme, une activité, etc. C'est qu'un cognac, on a nos vignes, ça nous coûte, c'est un vrai investissement. Et donc, si tu veux, c'est pour ça que je roule des vieilles voitures et que, tu vois, moi, pour le prix de certaines voitures, je m'achète une super machine à vendanger et je suis bien plus content. Et là, je découvre le rhum vraiment de l'intérieur, il y a très longtemps, il y a, je sais plus, 30 ans, plus, de l'intérieur à Haïti. Et à Haïti, je suis avec Thierry Gardère, à Distillerie Barbancourt. Et là, si tu veux, je découvre derrière le rideau. Je redécouvre le rhum qui, quelquefois, à l'époque, était perçu comme un spiritueux pour faire la fête. Et je découvre un spiritueux magique. Magique à plusieurs égards. Magique par sa profondeur technique. Et aussi, deuxième point, par sa diversité technique et culturelle. Et culturelle. Et donc là, tu te dis, ouais, le rhum. Le rhum, si tu veux, travaille sur les levures depuis des siècles. Comme personne, tu vois. Et là, tu te dis, là, je veux tout apprendre, tu vois. C'est ce que tu m'avais dit, je me rappelle. Toi, tu avais déjà cette connaissance distillation, élevage, assemblage. Et tu avais eu cette impression, en découvrant le rhum, alors après, encore plus, lors de différents voyages, Barbade, Jamaïque, entre autres, de voir que eux, c'était vraiment la fermentation qui était une étape tellement clé où toi, tu t'es dit, oh là, il y a un truc qui est vraiment passionnant, il faut que je creuse ça. Et quand tu disais juste avant, voilà, aller prendre le meilleur, aller voir les experts dans chaque domaine pour pouvoir s'enrichir soi-même, quoi. Tu vois, c'est vrai, regarde dans le rhum et on parle de cette diversité fabuleuse. Bon, j'ai un copain qui a été distillateur pendant des décennies à Fidji, Liam Costello, elle était avec lui tout à l'heure. Bon, en ligne, et j'y étais il y a un mois. Bon, maintenant il a pris sa retraite. Et l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on apprend là-bas. Et là aussi, une autre manière de faire. Et ça, c'est hyper inspirant, tu vois. Et là, tu te dis, je veux tout apprendre de cela. Et là, au départ, je me dis, tiens, mais je vais m'acheter quelques fûts, 2, 3 fûts, 4 fûts, 5 fûts, 10 fûts.
puis je les ramène, Mhm. et puis on les travaille nous-mêmes. Mhm. Et puis j'avais appris que dans le temps, ben, les distilleries, elles faisaient ce double vieillissement, Mhm. que c'était vieilli sur les docks. D'ailleurs, dans mon livre sur le Navy Navy Rum, Rum. il y a toute une section sur les dock rums, ces rums qui vieillissaient sur les quais, tu Mhm. vois, et qui étaient là dans une extrême humidité, qui est d'ailleurs l'inspiration du bateau où on est, où il y a 1500 fûts. On est sur un bateau, la péniche, la barge On va y revenir, 166, absolument. où il y a 1500 fûts Ouais. qui vieillissent en cale. Mhm. Et donc ici, sous nos pieds, réellement, sous nos pieds. Et donc, si tu veux, c'était ce double vieillissement qui était sympa. Et je me suis dit, tiens, on va travailler ça. Et on va, moi, bon, en tant que, tu vois, master blender, je me suis dit, travailler sur ces techniques, etc., sur le rhum. Et puis, là, si tu veux, autant le gin, je me suis dit, voilà, c'est une vision, on va en faire un, il va être bon, ça va être magique, on va être non, un gin artisanal et ça n'existe pas. Là, l'idée, c'était vraiment un coup de cœur en se disant, ben, je vais le faire, puis on va boire des bonnes choses. Ok. Parce que chez nous, il y a plein de produits qu'on fait et qu'on boit comme ça au domaine. Les Ouais. gens nous rendent visite. Tu sais qu'il y a toujours une Ouais. pleine maison d'invités et d'amis Ouais. en permanence. Mhm. Et là, c'était ça. Et là, tout le monde me dit, mais c'est délicieux. Et là, je me mets à raconter le rhum en disant, mais oui, mais attendez, mais tu sais pas. Et d'une île à l'autre, d'un savoir à l'autre, tu as une diversité gustative incroyable, un peu comme les vins du monde ou les fromages du monde, tu vois, ou même de France, tu vois, cette diversité Déjà, par région. ouais. Et donc cela, moi, je trouve que c'est magique. Je trouve que c'est un domaine d'expression énorme. Et là, je développe un respect complètement énorme pour justement ces distillateurs. Et en fait, le rhum n'a jamais été mis dans des boîtes. Mhm. Tu vois, il est resté comme cela, avec toutes ses caractéristiques, ses aspérités, etc., historiques. Et là, ben, Thierry me dit, il faudrait que tu rencontres un type qui est un fada, vous allez vraiment vous entendre. Et c'est Laurie Barnard à Sainte-Lucie. Et là, il me présente Laurie, et là, si tu veux... et d'ailleurs, je vais te donner un petit scoop. Après toutes ces années, je fais, tu sais que tous les 2 ans, on fait la série des extrêmes, Planteret. Absolument. Et là, les extrêmes qui vont être cette année, qui vont sortir, je les ai appelés Legends of Rum, les légendes du rhum, qui sont ces personnes qui sont pas nombreuses, mais qui ont fait qui je suis dans mes échanges avec eux. Et donc Thierry en est un, et Delphine, je salue Delphine et son mari qui me permettent de faire mention à cela et qui ont repris le flambeau et qui font un travail remarquable avec Barbancourt, remarquable, et je les salue vraiment. Et donc de dire et d'avoir quelques fûts comme cela, donc de pouvoir faire une édition à Haïti, donc en souvenir de cette personne m'a beaucoup inspiré, Laurie Barnard de Sainte-Lucie. Et Laurie était comme moi quelqu'un qui adorait étudier toute l'histoire et la géographie de chaque spiritueux. Donc on a passé du temps à Cognac à refaire le monde, à Sainte-Lucie à refaire le monde. Et j'étais très triste parce que l'année, je me rappellerai toute ma vie, l'année où j'ai reçu ça s'appelle Golden Barrel Award à Londres, qui était pour meilleur maître de chef, peu importe, assembleur. Et là, il était très malade à Londres dans un hôpital. Et je voulais vraiment qu'il vienne. Et il me dit, viens me voir. Et ça, je le vois. Et il est décédé très rapidement d'un cancer foudroyant. Et là, je me suis arrangé d'ailleurs qu'il ait la même award l'année d'après à titre posthume. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et on était comme 2 gamins qui échangent des cartes Pokémon, si tu veux, parce que entre les savoirs, tu vois, on était là à se dire, tiens, je vais te raconter ça, toi, tu vas me raconter ça. J'étais sur le point de lui envoyer un alembic à repasse, parce que tu sais que je collectionne les vieux alambics. Donc, j'étais en train, j'en avais donné un parce qu'on allait le mettre là-bas. Voilà, tout ça, c'était vraiment une aventure et c'est des gens que je veux saluer. Et donc, voilà, c'est ces plantations qui naissent et qu'on lance en 1999. Et au départ, 3 millésimes, Barbade, Jamaïque et Trinidad, qui restent des origines très importantes pour moi. Et ces premiers fûts, tu dis, bah là, j'ai ramené quelques fûts pour commencer à les mettre en vieillissement chez moi, enfin en Charente. Tu les obtiens comment? Tu les as d'où? Alors, différemment, par exemple, la Barbade, cette distillerie de mes rêves, qui maintenant, je me suis marié avec elle, enfin mon équipe et cette équipe qui s'appelle West States, West Indies Rum Distillery. Maintenant, on concentre sur States, qui était ce créateur d'une distillerie en 1800 et quelques. Et la Jamaïque, maintenant je fais partie, tu le sais, de cette aventure jamaïcaine. Et quand tout à l'heure, j'étais justement avec un de mes associés de la Jamaïque pendant que vous prépariez, et Vivienne.
Et donc, si tu as une relation forte avec Trinidad Distillers, j'aime beaucoup cette distillerie, toujours avec les équipes avec qui on travaille de façon très intime. Et là, je veux continuer à travailler avec eux et eux aussi. Donc, on travaille avec des séquences très particulières. Ils travaillent sur une colonne et j'aime bien quand ils retirent certains éléments des plateaux les plus bas. Le Belize fait la même chose. J'aime beaucoup le Belize aussi. La famille Perdomo, Perla et puis sa sœur Samantha, que je salue aussi. Et donc d'aller sur ces séquences qui font que, par exemple, le planteret Trinidad est très spécifique avec beaucoup d'intensité gustative, qui sont des rhums plus lourds, tu sais, beaucoup plus de substances volatiles, qui sont une signature que j'adore, mais qui est basée sur ces techniques. Sur la colonne, tu peux tirer sur les plateaux les plus bas des éléments très intenses, plus lourds, plus chargés. Quand tu réassembles ça, tu revieillis, ça fait des choses complètement magiques. Mais au départ, ces 3 distilleries que tu mentionnes là, comment tu as construit un lien avec elles? Est-ce que c'est au travers de ces fûts que tu revends? Et c'est vraiment ça, cette relation-là, qui t'a permis de... C'est 2 choses. C'est Laurie Barnard qui me présente. D'accord. Qui voyage avec moi et qui me présente et qui me dit il va vous apprendre plein de choses sur le vieillissement, sur les types de fûts, sur comment ça marche, sur les bousinages, tu sais comment tu chauffes tes fûts, comment tu peux régénérer tes fûts, etc. Vous voyez, passer du temps ensemble, etc. Et puis ils viennent ici, on passe du temps et à la fin, justement, West Indies, c'est une distillerie qu'on a rachetée parce que quand la famille a voulu la vendre, j'étais là, même si elle était quand même importante par rapport à nous. On avait, ma femme et moi, économisé. On s'est dit, c'est le moment. Et donc, si tu avais ça, et tu avais Laurie qui m'a vraiment ouvert la porte des Caraïbes totalement. J'ai toujours sa photo d'ailleurs dans mon bureau et chez moi tout le temps. Et je regarde régulièrement. C'est quelqu'un qui voilà, bon, il a cru en moi. Et d'ailleurs, son rêve, c'était que s'il arrivait il voulait qu'on rachète la distillerie. Il l'avait vendue juste avant que je le rencontre. Oui, on va y revenir. Ensemble. Absolument. Et c'était son rêve. Et c'est sa femme qui m'a raconté ça d'ailleurs après, Pauline, avec qui on est complètement resté en contact. Est-ce que ça veut dire que pour tes rhums plantations à l'époque, planterets maintenant, t'as jamais eu recours à ce qu'on appelle les brokers, les grossistes, bien sûr, quand même, qui sont à la fois nos clients et quelquefois des fournisseurs, et quand tu as une séquence qui te manque, c'est comme à Cognac, nous on a nos propres vignes, et d'ailleurs je t'en parlerai, tu vas bientôt avoir des expressions, ça fait une dizaine d'années, un super beau petit domaine en borderie, et on a ce stock etc., avec des expressions magiques, c'est magique le Cognac, et j'aimerais que la France redécouvre le Cognac, c'est mon rêve depuis 36 ans. Et les gens disent oui, mais c'est lequel tu préfères, le rhum, le gin ou le cognac? En réalité, c'est les 3. Et tu vois, et là, si tu veux, pour moi, et donc un cognac, tu vois, on a nos vignes, on a nos stocks, mais de temps en temps, tu dis tiens, moi j'ai ça, et toi t'as ça. Est-ce qu'on pourrait, tu vois, soit on fait un échange, soit dans un assemblage, tu vas chercher une autre vie, où tu as un millésime qui te plaît vraiment. Chez ton ami et tu achètes et de temps en temps c'est aussi avec des brokers comme tu as des courtiers à Cognac et l'idée ici c'est avec des gens que tu connais, avec qui tu travailles, tu vois, donc ça m'arrive effectivement et ça m'arrivait à l'époque. Bon là on est distillateur, je connais toutes les distilleries par cœur. Tu sais, dans les Caraïbes on me dit oh là là tu passes une semaine par mois dans les Caraïbes, tu dois connaître Saint-Barth. Je connais pas les distilleries où il n'y a pas d'alambic, les îles où il n'y a pas d'alambic, mais par contre quand il y a un alambic je les connais vraiment super bien, tu vois. Et alors du coup ça me fait revenir à une question que j'avais commencé à te poser tout à l'heure, qui est cette... Donc là, ça y est, tu as tes 3 grandes marques que tu dois porter avec tes équipes. Et puis, comme tu le disais, tu es marié, tu as 3 enfants. Équilibre entre les deux, privé, public. Alors tu disais tout à l'heure, c'est un peu une grande communauté, tout se mélange. Bien sûr. Mais quand même, j'imagine que, parce que tu es très famille, mais tu es aussi très passion dans le boulot. Ce qui pourrait suffire à remplir de vie. Mais c'est la même chose. Tu vois, c'est la même chose quand tu grandis dans une ferme, tu vis dans une ferme. Je me rappellerai toujours ma fille, quand elle a eu 18 ans, elle présentait une université, elle a écrit son essai. C'est-à-dire, j'habite à l'hôtel Gabriel. Et c'était un essai qu'elle faisait sur le thème. Et je dis, ça va? Toujours, elle dit, on a des gens des distillateurs du monde entier tout le temps, des distributeurs, etc. Il y a toujours 10 personnes à table. Et je dis, ça a été une souffrance? J'espère pas. Elle dit, mais non, au contraire, etc. Et son thème, c'était de dire, tiens, les personnes qui m'ont marqué le plus. Alors, il y a Bobby Hugo, je sais pas si tu le connais, qui est un barman
de Houston, Handball. Et qui est un type qui a un doctorat de philosophie, tu vois, et quand il veut passer un moment calme, bah là il vient et il passe du temps à l'époque chez nous, et donc ils ont beaucoup causé, tu vois, etc. C'est un type avec une vision sur son métier, etc. Donc tu vois, des gens qui sont comme ça et différents, et donc tu as les enfants, des billes, tout ça, on est toujours avec des gens, etc. Et donc ça a toujours été comme ça. C'est un style de vie, c'est sûr. Et donc où la vie professionnelle et la vie privée s'arrête et commence, je sais pas te dire, tu vois. Et mes enfants font partie de cette aventure. Et ma femme Debbie, bien sûr, tu vois, et elle aussi. Et tu vois, là, elle est à New York il y avait Nico de Soto qui lançait sa liqueur. Bon, bah, elle était avec lui, ils ont fait tous les trucs, etc. Elle s'occupe de ça, tu vois. Et puis, moi, je pars dans quelques jours à la Barbade. Tu sais que j'y suis une semaine par mois. Distiller avec les équipes. Bon, bah, tu vois, des fois, elle m'y retrouve. Enfin, tu vois, on bosse, mais on a chacun des fonctions et on vit ça ensemble. Donc, tu vois, cette séparation, une fois, il y a quelqu'un qui me disait, tu sais, ce serait beaucoup plus, les gens les plus sains savent séparer la vie privée et professionnelle. Bon, écoute, moi, j'ai pas réussi et je me vois pas le faire, tu vois. Et parce que je pense que c'est le moment de création, rappelle-toi la communauté qui on est globalement avec des équipes incroyables. Tu connais Guillaume, tu connais Fanny à mes côtés, tu connais Mathieu. Guillaume, ça fait 26 ans qu'il est avec moi. Il y a 35 ans, j'essayais d'ouvrir le marché allemand, personne voulait de nous parce que on était des tout petits, rien du tout. Et j'avais rencontré ce vendeur qui travaillait pour un distributeur Weinwolf. Et je lui dis, peut-être tu veux pas monter une petite boîte de distrib parce que les gens avec qui j'aimerais bien bosser, ils veulent pas bosser avec nous. Et on a monté une petite boîte. Bon, ça fait 35 ans qu'on bosse ensemble avec Eno, tu vois. Alors maintenant, il me menace de retraite parce qu'il est un peu plus âgé que moi. Je dis, tu rigoles, non? Il me dit, j'ai 65 ans, je prends ma retraite à 70 ans. Bon, ok. Mais tu vois, c'est cette vie bien sûr d'engagement. Pour moi, c'est un engagement, mais pas un engagement c'est un engagement bien sûr plaisir, mais aussi de devoir parce que tu es responsable d'une équipe, tu vois, et ça, je le prends pas à la légère, tu vois. On dit toujours, un ferrant sera toujours là quand il y a un autre ferrant a un problème, et on est toujours là les uns pour les autres, et ça c'est une responsabilité que je prends pas à la légère, bien sûr. Plantation Planteret, justement, changement de marque. Bien sûr, on a pas mal lu à ce sujet-là il y a quelques temps maintenant. Et puis tes équipes avaient annoncé ce changement à venir. Il y a eu beaucoup de boulot avec des agences pour trouver ce nouveau nom, que ça marche dans différents pays, qu'on ne tombe pas sur un mot peu recommandable dans une langue, etc., etc. Qu'est-ce qui avait motivé à l'origine, si tu peux nous rappeler, le changement de nom et puis comment ça s'est déroulé? C'est une excellente question. Si tu veux, moi, pourquoi j'ai choisi le mot plantation? Moi, j'ai grandi dans une ferme, une plantation. Là, on a des plantations de vignes, par exemple, ça s'appelle les droits de plantation, les autorisations de plantation, etc. Donc pour moi, planter, tout ça, c'est ma vie depuis toujours, que ce soit et planter, récolter, etc. Et donc pour moi, et puis aller dans les Caraïbes, une ferme s'appelle une plantation, la qualité de sucre haut de gamme à la Barbade s'appelle plantation réserve. Et donc, si tu veux, pour moi, c'était assez intuitif. Et à l'époque, j'avais pas de réflexion autre que celle-là, qui était une réflexion de l'intérieur et du produit. Et bien sûr, en passant du temps, en voyageant et surtout en passant du temps avec mes équipes à la Barbade, qui sont d'héritage africain et qui la Barbade, tu connais, c'est un pays c'est des rapports qui sont assez doux, qui sont assez, c'est une culture qui est très c'est dans le welcome, c'est une culture qui a vraiment le respect est important tu vois, dans cette culture. Donc tu vois, c'était pas des discussions violentes, mais intenses. Et où on me disait, Alexandre, pour nous, à peu près un tiers de l'équipe, tu vois, parce que tu avais des jeunes qui disent c'est le passé pour nous, tout ça, et la page elle est tournée, regarde la Barbade, et d'autres qui disaient, bah, pour nous, tu vois, tu avais un Plantation Slave Code à la Barbade écrit dans les un prêtre barbadien, Mark Hill, qui est responsable pour le gouvernement du Rhum, et qui un jour me parle de cela en disant ça s'appelait le Plantation Slave Code, le code des esclaves sur les plantations, etc. Et c'est un truc, c'est horrible, hein, enfin je veux dire. Et donc tu dis, est-ce que c'est ça notre métier? Tu vois, notre métier, c'est, moi je pense que c'est un métier d'amour. Tu vas me trouver baba cool, mais ben ouais, certainement j'assume. C'est un métier d'amour quand on est ensemble et que tu bois quelque chose de bien avec des gens que t'aimes.
C'est ça mon métier, Du plaisir. c'est que tu puisses faire ça. C'est qu'avec tes amis, tu boives des choses où tu vas dire c'est incroyable et que tu vas en parler le lendemain. Tu te rappelles, on buvait ce truc-là ou des fois, ça t'arrive pas quand tu t'endors le soir, tu as un sourire et tu penses à une soirée avec des gens que t'aimais. Bah, il y avait certainement quelqu'un qui avait distillé un truc vachement chouette qui vous a aidé à avoir cette belle soirée. Je te dis, bien sûr, avec modération, avec plaisir, tu vois, c'est pas des. Et là, tu vois, c'est ça cette mission. Et donc, veut-on être, tu vois. Et là, tu vois, ça m'a vraiment. Ça a été le moment. Et bien sûr qu'il y avait des discussions aux États-Unis, mais qui étaient plus à dire. Et moi, j'avais expliqué ça. Il y a une personne aussi très déterminante dans Mark Hill, et puis bien sûr mon équipe. Et l'autre, c'est Garrett Oliver, qui est le maître brewer de brasseur de Brooklyn Brewery, et qui est un Américain de descendance africaine, américain. Et qui est un type qui est très éduqué, qui est incroyable, et qui parle un peu français et tout. Et un jour, il m'appelle, et il me dit une histoire folle. J'ai une histoire folle pour toi. Je veux que tu comprennes la discussion qu'on a eue la dernière fois, et je comprends ton point de vue. Tu vois, où je lui disais, voilà, moi, c'est cela, est-ce que vraiment c'est important Et il me dit, absolument important. Et il me dit, mais donc quelques semaines après, j'arrive du Japon. Il avait vendu la boîte avait été vendue en partie à une boîte japonaise, une des grosses brasseries, je me rappelle plus, Sapporo ou Asahi. Et là, il se retrouve en board meeting à présenter les chiffres, tout va bien, etc. Il me raconte l'histoire. Et il me dit là, j'ai travaillé, lui c'est un créateur aussi, et il dit j'ai travaillé sur 3 nouvelles expressions incroyables. J'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé avec notre ami commun David Wondrich, et on a pensé à une formulation incroyable sur des levures spécifiques, et on était à Manhattan, et on avait ce projet qu'on a fait ensemble, et j'ai voulu présenter ça à mes actionnaires. Donc il arrive, board meeting, il dit bien sûr je faisais ma présentation PowerPoint dans l'avion, et puis je voulais un nom de collection pour cette gamme. Et il dit je pense à un nom, et je dis j'ai un nom, c'est vachement catchy et tout ça. Il pense à un nom, il le met dans sa présentation, et là, messieurs, parce qu'il y a des hommes et tout un certain âge, etc. J'ai pensé à cette nouvelle gamme, et rappelle-toi, à Manhattan, ils avaient créé ça. Il dit on va l'appeler la Manhattan Project, cette collection. Et là, tu es au Japon, tu vois. Et tu as vu le film Oppenheimer, le Manhattan Project, c'est le développement de la bombe atomique. Et donc là, si tu veux, t'imagines le flop. Et t'imagines, t'es au Japon avec un board meeting, costume 3 pièces, les gens l'écoutent. Et là, il dit, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai senti des lames de rasoir dans l'air. Il y avait un vrai choc. Un choc total. Et si tu es en sortant, tu avais un des personnes un peu plus jeunes qui est là. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, Manhattan Project. Et là, il dit, tu vois, j'ai connecté les dots, parce que finalement, tu sais, t'es dans l'avion, tu penses à un truc, c'est un projet, on a travaillé à Manhattan. Il dit, tu vois, la force du nom. Il dit, pour moi, le projet de Manhattan Project, c'est le projet de Manhattan. Pour eux, pas du tout. Pour eux, c'est la guerre, c'est la désolation, c'est la destruction la plus totale. Et de choses dont, tu vois, des gens qui l'ont vécu en direct. Et là, il dit, tu vois, cette puissance des mots, et moi, je l'ai vécu complètement différemment, et j'ai pensé à toi. Alors là, si tu veux, retour à la Barbade, et je raconte cette histoire à l'équipe. Et puis là, on a pris la décision. Et on a pris cette décision, on a pris bien sûr avec l'équipe à la Barbade, l'équipe en France, l'équipe, etc. Mes enfants aussi m'en avaient parlé, bien sûr. Et là, il fallait trouver un nom. Et là, on a pris du temps, et bien, on a pensé à Planteret, la plante. Le Ray, c'est le soleil. Donc la plante, c'est la canne et le soleil qui font les bons rhums. Et Planteret. Et aussi, on a une Palmeraie, tu vois, c'est un peu cette référence comme ça, encore finalement à la terre, mais sans le stigmate. Et là, on avait peur, tu imagines même pas, on a fait l'annonce à la Barbade. Et alors je dis, et je me rappellerai toujours, il y avait Debbie et moi, on était en voiture, parce qu'on a une maison dans le sud de l'île, on conduisait à la distillerie, et là, il y a un arc-en-ciel énorme sur la distillerie, l'équipe dit, regarde. Et on annonce ça, il y avait la presse, et on fait notre annonce, le ciel nous a pas tombé sur la tête. Je remercie tous ceux qui nous suivent, parce que voilà, c'est ce qu'on a à la bouteille, et ce message d'amour qu'on veut continuer à bien sûr à développer. Et puis je me rappellerai toujours Mark Hill, dont je t'ai parlé, qui très barbadien, grand, hyper balèze, avec des mains énormes, et qui me dit, à la main barbadienne, tu vois, pas les effusions d'émotions, c'est de dire Planteret is a strong name, don't you ever forget about it. Et Planteret est un nom fort, ne l'oublie jamais. C'est tout ce que j'ai eu. Mais ça voulait dire beaucoup pour moi, tu vois. Et donc voilà ce virage pour nous, effectivement, sur le nom de la marque, j'espère, et voilà, les gens, je suis fier et à la fois rempli d'humilité. Les gens nous ont suivis là-dessus, comprennent que nous, c'est cette mission.
sur le produit. Ce changement, c'était en novembre, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Et que le changement a été annoncé, fait. On n'a pas voulu jeter les bouteilles et les étiquettes. On n'a pas pollué la planète davantage. On a voulu, bien sûr, aller au fond et que tu vois progressivement, effectivement. Alors, certains collectionnent les anciennes bouteilles, etc. Mais l'idée, c'est de voilà ce changement qui a eu lieu et qui est complètement acté. Et de la même manière que tu as compris, alors entre autres, du fait de ce flop au Japon et ce parallèle avec Plantation, en effet, les gens ont suivi, et puis il y a quand même eu quelques voix qui se sont dit « Oh mais non, on va pas... Plantation va pas se laisser faire, va pas juste obéir un petit peu à cette mode. » Et du coup, est-ce que ça te met un doute? Est-ce que ça te touche? Est-ce que... Je vais te dire, moi, j'ai aucun doute, et je vais te dire exactement pourquoi. Tu as vu comment je travaille avec les équipes. On est au coude à coude. À la Barbade, tu sais, c'est une distillerie construite fin 19e, c'est un mélange de Jules Verne et Gotham City. Tu vois, tu as les tuyaux, tu as la vapeur, tu as les odeurs de rhum, les odeurs de mélasse, qui sont ces odeurs hyper sucrées que j'adore. Et là, tu as ça, et donc, pour pas te prendre des tuyaux dans la tête, parce que tu es là en train de distiller, tu as ton casque, et là, tu suis tous sous le même casque. On bosse toute la journée au coude à coude. On a une centaine de personnes là-bas. Et là, quand tu as eu une discussion comme cela, où tu peux discuter sur tout ce qu'on a discuté, le lendemain, tu dis, OK, c'est juste le pognon, t'inquiète pas. Non. Ces gens-là, c'est les gens avec qui j'ai un rapport fort et on se fait confiance. Et là, le lendemain, tu vas dire, oui, bah, c'est ta douleur, mais pas la mienne. Non. Et là, tu vois, c'est des gens avec qui je suis au coude à coude. Et là, s'il n'y avait pas ça, d'accord, mais autrement. Et ça, tu peux pas l'effacer, ça. Tu peux pas dire, ah ouais, cette discussion d'hier, elle était sympa. Mais bon. Hein, l'argent, c'est l'argent. Non, je pense que... Alors, oui, beaucoup de gens nous ont pris pour des fous, c'est évident, en disant, mais attends, c'est un vrai patrimoine. C'est vrai, une marque est un patrimoine. Bien sûr. Mais je pense, et peut-être, encore une fois, que c'est fou, j'en sais rien, mais je pense que moi, je sais pas faire si j'y crois pas. Et je pense qu'il fallait faire ça, je crois qu'il fallait faire ça. Et donc, je me voyais pas faire semblant, si tu veux. Après... oui, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit « Ah oui, c'est le mouvement woke et tout ça. » Je dis « Bah écoute, tu vas voir mes équipes, on en parle et je raconte ce que je t'ai dit. » Et merci d'ailleurs de l'écouter. Je dis « Et t'aurais fait quoi ?» Tu vois, tu dis à tes équipes et tu dis aux autres « Non, non, mais t'es un peu woke. » Tu comprends ce que je veux dire? Ou que tu vas dire, quand l'histoire de Gareth, tu vas dire aux gens « Non, bah attends, tout ça c'est du passé. » Non, je pense qu'il c'est du reste. Encore une fois, on est des produits d'amour, on est des produits de rassemblement, on est des produits de plaisir. Et il faut qu'on se concentre sur notre métier, tu vois, c'est pas d'être dans un débat qui serait purement philosophique. Là, on est avec des gens avec qui tu travailles, tu vois, avec des gens avec qui tu travailles tous les jours. Et tu le sais, moi, je suis à la production, je suis avec les équipes tout le temps, et bien sûr que je voulais faire ça, tu vois. Et c'est une question de se respecter les uns les autres, me semble-t-il. Tu parles beaucoup, à raison, de cette distillerie que tu as achetée. Comment, alors je crois que, parce qu'on en avait parlé à l'époque aussi un peu, tu me disais que vous aviez dû vraiment faire les fonds de poche pour trouver l'argent nécessaire à cette acquisition. Et avant de revenir là-dessus, tu l'évoquais aussi juste avant, Saint Lucia Distillers et Laurie Barnard, donc qui aurait été un peu ta distillerie de rêve, parce que je sais que voilà, lui aurait aimé que peut-être tu t'emportes acquéreur, elle a été mise en vente. Comment tout ça s'est passé? Alors c'est intime, mais effectivement, Laurie, quand il décède, sa femme, Pauline, on discute, et pour moi c'est un moment très difficile, et elle me dit, c'est un parrain pour moi, tu vois, dans les Caraïbes, et elle me dit, tu sais, son rêve, c'est un type très, tu vois, c'est très contrôlé, très. Et elle me dit, il te l'a peut-être pas jamais dit avec beaucoup d'émotion, mais comme il avait vendu, comme les enfants voulaient pas reprendre la distillerie, il avait vendu la distillerie, il négociait comme un fou pour la racheter et pour être en association avec toi. Je dis, ben, il en avait parlé à plusieurs reprises, mais je sais pas si c'est... Non, elle dit, c'était vraiment quelque chose, il travaillait profondément. Donc, tu vois, j'ai vu un petit peu, des fois, tu vois un sens de l'histoire. C'est une belle distillerie, c'est une super équipe. Et tu le sais, les équipes, pour moi, ça a beaucoup d'importance. Elle était de taille plus abordable aussi pour nous, hein, ça comptait. Et puis là, il y a eu une sorte de vente aux enchères, si tu veux. Hein. C'était une offre à enveloppe fermée, qui était faite depuis Trinidad. Et c'est une très belle entreprise qui a gagné.
qui est le groupe Ayotte, que je salue aussi. Je pense que c'est un partenariat qui est bien. Bien sûr, c'était un moment difficile pour moi, parce que je me suis dit, ah, j'avais ça, tout ça, c'est là. Je me rappelle certaines personnes de la distillerie qui disaient, on brûle des cierges, etc. Et quelque part, si tu veux, tu te dis, voilà, ça c'est arrivé. Et pourquoi finalement, tu vois, tu dis toujours, il y a un sens des choses. Et moi, quand bien sûr, je l'ai vécu comme une sorte d'échec, en disant, on n'a pas réussi, pourtant c'était inscrit, tu vois. Ouais. Et je me dis, et il y a cette distillerie qui a toujours été cette espèce d'étoile du Nord, tu vois. Pour moi, la guide qui est Stays West Indies à la Barbade, avec des alambics comme t'as nulle part, avec des trucs, mais qui me paraissaient inabordables. Ouais. Tu vois, pour moi, c'était, voilà, peut-être un jour, mais ouf. C'est ça, on va pas commencer par celle-là. Et là, alors je voulais pas en faire plein, mais même, je me dis, c'est pas pour moi, tu vois. Et là, je me dis, tu sais, ça te donne du courage, tu vois, tu te dis, et là, j'ai beaucoup d'amis à la Barbade, et j'ai quelqu'un qui connaissait bien la famille. Moi, je connaissais un petit peu la famille à l'époque propriétaire. La distillerie était cotée en bourse localement, là-bas aussi en partie. Et là, je demande à les rencontrer. Et je leur demande ce qu'ils veulent faire. Et puis, ils m'ont dit, bah, nous, ça fait des décennies et des décennies qu'on est là-dedans. Nous, c'est pas la distillation qui nous... La dernière fois que j'y étais, il y a 15 ans, c'est l'équipe qui s'en occupe. Et moi, je connaissais tout le monde, enfin, dans l'équipe, etc. Et donc, ils me disent, j'appelle Anthony Ali, qui était le chairman à l'époque du groupe. C'est un groupe, c'est comme un Danone BSN, si tu veux, mais local, qui était actionnaire de cette distillerie. Et pour te la faire courte, il me dit, on se voit à midi, je t'envoie les bilans, tu me fais une offre. Donc là, je dis, oh là là, j'étais à la Barbade, je dis, ah bon, etc. Donc là, t'imagines les quelques heures à lire le bilan. Bon, je connaissais la boîte tellement bien, si tu veux, je connaissais chaque fût par leur prénom, tu vois. On était, comme on dit en anglais, on a first name base, tu vois, avec les équipes aussi. Et là, je le vois lui, et je me rappellerai toujours, tu sais, dans le restaurant où tu as les trucs avec les pubs, tu as un truc en papier avec les pubs du truc, il le prend, il enlève ses affaires, il le retourne, il dit, mets-moi un montant. J'ai Anthony, tu sais, là, et tout. Il me dit, attends, tu connais cette distillerie comme personne, les équipes m'ont parlé de toi, ne me raconte pas ça. Et je dis, oui, non, mais, etc. Et c'était une distillerie où il y avait besoin d'investir, parce que lui, c'était pas leur passion, et l'équipe, elle est juste incroyable. Parce que c'est quoi? C'est un mariage. Tu sais, mon grand-père disait, tu n'es jamais propriétaire d'une ferme. Jamais. Tu t'occupes d'une ferme. Mais entre la terre et l'homme, qui possède l'autre? À la fin. L'homme, c'est sur un pont donné. Et c'est la terre qui... Et donc, c'est pas la même chose pour une distillerie. Tu es là, c'est des distilleries qui ont un héritage fabuleux. Donc, toi, tu te dis... et donc, toi, tu t'inscris là-dedans. Et là, bon... et c'était un moment assez fort. Et là, si tu veux, j'ai rencontré la famille. Et les personnes clés de la famille qui m'ont dit, nous, on a beaucoup entendu parler de vous dans le milieu du rhum. C'est pas que le montant, c'est le qui. Et l'équipe vous connaît bien, mais nous, on veut passer 1 an à vous connaître et connaître votre famille. Et je trouvais que c'était fort, tu vois. Donc, mes enfants sont venus, des billes, on a passé du temps ensemble, ils ont appris à connaître, ils m'ont demandé quel était le projet. Et eux, ils ont dit, nous... c'est pas à tout prix, on est barbadiens, pour nous c'est notre héritage, cette distillerie, on sait ce que c'est. C'est juste que on n'a pas le feu pour le faire, il faut quelqu'un, etc. Et on cherche cette personne. Et donc on a parlé, et ça a duré 1 an presque jour pour jour. La fin, le contrat, c'est le droit anglo-saxon, 82 pages. Mon fils avait, je sais plus, 16 ans, je dis, bah tiens, 11 heures dans une pièce sans fenêtre, chaque mot, chaque truc. Et lui, il était là, les 11 heures. Et à la fin... ça s'est fait, tu vois, tu as toujours des choses à ajuster, si tu veux, sur ceci et cela. Et on est tombé d'accord. Je voulais vraiment que Andrew, qui est le patron de la distillerie à l'époque et toujours maintenant, soit là. Et je me rappellerai toujours, à la fin, Andrew, il me dit, bah voilà, bon, Andrew, il est d'une famille aisée, il me dit, bravo, moi, les clés de la distillerie. J'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes là? Il dit, bah moi, je prends ma retraite. Il dit, attends, la retraite à quoi? 50 ans, c'est quoi cette histoire? Elle me dit, ah ben non, mais
Il pensait que... C'est toi qui Ouais. as la vision, à tous ces... Voilà les clés. Ah, je dis, alors Andrew, absolument pas là. Alors je dis, allez, on va au restaurant, là on va discuter. Ah, d'accord. Il me dit, mais moi j'aime les challenges, et là, tu sais quoi faire. Je dis, ah non, 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 si tu veux des challenges, tu vas voir. Tu sais, il y a une promesse chez nous, ça s'appelle la promesse Ferrand. La promesse Ferrand, c'est si on bosse ensemble, tu t'emmerderas plus jamais de ta vie. Et cette promesse, tu en parles aux équipes, je pense que je la tiens systématiquement. Et je lui ai fait la promesse Ferrand. Et là, j'ai vu de la lumière dans ses yeux, tu vois, parce qu'il sait comment on est. Et il est resté. Il est toujours là, bien sûr. Et il est devenu derrière un des historiens du Rhum. Il s'est développé cette passion parce que tu as toutes les archives les plus importantes du Rhum. Elles sont là. Il passait devant dans une pièce, tu sais, la chambre forte, où tu as toutes les recettes depuis 1893. Et là, tout le monde passait devant comme les Parisiens passent devant la Tour Eiffel sans se dire « Ah, que c'est joli ». Et donc, si tu veux, il s'est mis à rechercher ça, à retravailler. On est partenariat fort avec lui et toute l'équipe. Tu as Donman, qui a été élu meilleur distillateur au monde pour le rhum, qui était une star du... T'as Dario, qui est un spécialiste de la fermentation. Tu as une équipe, tu as Digger Anderson, qui d'ailleurs va prendre une retraite progressive, mais ça fait... Digger, ça fait 45 ans qu'il vient à la distillerie à pied en tant que distillateur. Et avant lui, son père, 47 ans. Donc, si tu veux, tu as 92 ans de savoir toute cette distillerie qui est là avec des savoirs et des équipements fous, le plus vieil alambic au monde pour le rhum. Donc, ouais, ça s'est fait. On a gratté tous les fonds de tiroir. On s'est dit, ça passe, ça casse, on verra. Mais ça a le sens. Et peut-être, tu vois, je l'aurais jamais fait si ça m'a donné ce courage. Et ça s'est fait. Et c'est pour le meilleur. Et en fait, tu te dis toujours, tu vois, à ce moment-là, moi, quand j'ai quelque chose où, ça, comme tout le monde, ça se passe pas bien, je dis toujours, c'est quoi, qu'est-ce que j'apprends de cela? Et en fait, c'est ça que j'apprends. Et il se trouvait que les gens, enfin, les amoureux du rhum savent ça, la famille du rhum. Mais quand la Jamaïque s'est retrouvée à mal, parce qu'au milieu du XXe siècle, les gens se sont mis à boire des spiritueux de moins en moins goûteux, de plus en plus légers. Et en fait, ça faisait des rhums qui n'avaient pas d'intensité et qui étaient plutôt mis en faveur. Et donc, toutes les îles avec un goût de rhum intense, nous on dit un spiritueux à la Barbade, à la distillerie, un rhum, quand il est bon, on dit « it's rumming », ça rhum. Tu vois ce que ça veut dire, « it's rumming », ça rhum. Et là, c'était des spiritueux plus légers. Donc, tous les pays historiques du rhum se sont mis à perdre du vent et perdre des ventes. La Jamaïque, il y a eu 600 distilleries à une époque. Il n'y en a plus que 6, tu vois. Et là, tu as les 3 distilleries qui allaient mal, Innswood, Clarendon, Longpond. Le gouvernement les avait rachetées, les a protégées, puis tu vois, ils s'en sortaient pas. Et ont invité les 2 distilleries les plus mythiques des Caraïbes à l'époque, West Indies States, donc la nôtre, et Demerara, c'était bien avant mon temps, qui sont devenus actionnaires. Tu vois. Donc, quand j'achète West Indies, il y a effectivement aussi ce partenariat qui est un partenariat capitalistique, mais aussi d'appartenance, mais aussi technique, tu vois. Donc, c'est pour ça que je travaille à la Jamaïque aussi avec les équipes. Donc, tu vois, c'était magique de se retrouver comme ça dans ce mariage, mariage de 2 équipes. Et tu as toujours des Barbadiens qui viennent à Cognac travailler avec nous, et les Français. Là, en ce moment, tu vois, l'art de la tonnellerie en 1930 est développé à la Barbade par cette distillerie, le premier dans l'île, et puis le dernier, il y a une dizaine d'années, a pris sa retraite, personne n'avait pris le flambeau. Et ben là, il y avait des jeunes Barbadiens, on dit, nous, on aimerait apprendre. Ils sont venus à Cognac, plus des mois et des mois. Ils ont appris le travail de tonnelier qu'on a réimplanté à la Barbade, des foudriers aussi, les gens qui font des foudres. Donc, tu vois, ce partenariat technique. Et la manière dont tu le racontes, ça donne l'impression vraiment que cette communauté que tu évoques, pro et perso presque, s'est élargie avec ce rachat et ce mariage. Ta communauté est plus grande. Ça donne cette impression-là, quoi. Mais tu as raison de dire ça. C'est une communauté. Je dis toujours, tu rappelles-toi, Team of Misfits on a Mission. Et là, on se retrouve, tu vois, il y a un Barbadien à la maison qui travaillait pour une filiale de l'ONU à la Barbade pour replanter de la noix de coco parce que je travaillais sur ce projet, etc. Bon, bah là, il est plusieurs semaines avec nous, tu vois, on est toujours là à partager ses rêves. Et donc, tu as dit que les équipes, tu les connaissais déjà depuis un moment, puisque tu passais à la distillerie, t'es passé à la distillerie plusieurs fois, avec Laurie, entre autres. Du coup, ils te connaissaient déjà. Ouais, absolument. Et a priori, quand tu as passé cette année aussi avec la famille, qu'ils apprennent à te connaître et à savoir la manière dont tu travailles, tes projets, tes plans, je ne peux qu'imaginer que tu as été bien accueilli, du coup, une fois que le deal a été signé, entériné. Est-ce qu'il en a été de même avec
autant Barbade que Jamaïque avec les autres producteurs au départ, parce qu'ils voient un complètement nouvel arrivant, même si tu avais des liens avec certaines de ces distilleries au travers de plantations. Comment ça se passe? Ça se passe, ça dépend. Dans les Caraïbes en général, très bien, parce que c'est partenaire depuis toujours. Je me rappellerai toujours l'appel téléphonique de Perla Perdomo, qui est une des deux copropriétaires de Obélis, de Travelers, et qui me dit, on venait de signer, j'avais envoyé un petit message à mes amis, elle me dit, donc c'est fini. Je dis, c'est fini quoi? On va plus travailler ensemble. Je dis, mais pourquoi tu veux plus travailler avec moi? Elle me dit, mais ta distillerie, c'est une distillerie mythique qui fournissait mon père à l'époque. Mais je lui ai dit, ben non, on va continuer à travailler ensemble, et d'ailleurs, si on peut échanger encore plus. Donc ça, déjà pour cela, donc un rapport toujours aussi fort et qui a continué avec le temps. Et puis, effectivement, quand tu arrives et que tu bouscules un peu les choses, parce que, voilà, on a voulu remettre toute la distillerie à niveau, refaire les choses. Peut-être que tu le sais de temps en temps, notamment, tu sais qu'il y a des discussions qui sont difficiles sur les IG, sur les indications géographiques, sur c'est quoi, moi je pense et je suis convaincu qu'il faut une IG, c'est une indication géographique, c'est-à-dire quelque chose qui définit c'est quoi le rhum de la Barbade. N'oublions pas qu'il y en a déjà une qui s'appelle le Barbados Code of Rum, et qui existe depuis plus de 50 ans. Et aussi, tu as un code caribéen des îles, si tu veux, anglophones. Et en fait, si tu veux, ici, il faut se mettre d'accord. Et là, il faut toujours faire attention que cet accord respecte le patrimoine de chaque distillerie, le patrimoine historique. Et notamment, nous, celui de notre distillerie. Et là, il y a des tensions de temps en temps et des discussions. Et l'idée, c'est effectivement de tomber d'accord. Et puis, et donc, tu vois, et ne pas utiliser une IG pour aller faire du mal aux copains, parce que moi, je pense vraiment que dans le rhum, on gagne ou on perd ensemble. Et que quelqu'un qui aime un bon rhum, eh ben, il va en aimer un autre s'il est bien fait, surtout si c'est une vraie aventure gustative et que c'est un produit qui soit un produit de sincérité. Donc oui, bien sûr, ça bouscule un peu sur ces aspects-là. C'est évident, et en même temps, je le respecte. Je pense que voilà, il faut aller vers des situations où on arrive à bien s'entendre, bien travailler. Il se trouve qu'à la Barbade, il y a une distillerie qui appartient à une société française qui s'appelle Monguet, avec une équipe incroyable, patron de la Barbade, Antoine, que je salue, et quelqu'un de vraiment bien. Donc là, on a une vraie discussion, des vrais échanges techniques, et là, ça se passe vraiment très bien, tu vois. Parce qu'encore une fois, tu te donnes un coup de main. Tu as un sujet, une époque, il y avait un mini-feu qui était arrivé, où nous, on avait un problème technique, on s'appelle, et les équipes techniques se mettent ensemble. Pour moi, c'est ça le rhum. Et à Cognac, on a vraiment cet état d'esprit aussi d'entraide et de travail. Et j'espère qu'on va s'y acheminer complètement. Et du coup, ça fait un moment que, en tout cas moi, j'en entends plus parler, on lit moins de choses. Cette IG Barbade, tout à l'heure, tu évoquais rapidement l'IG Jamaïque avant l'émission. L'IG Barbade, ça avance, c'est un peu au point mort. Alors tu dis, voilà, il faut se mettre d'accord les uns les autres. Est-ce que c'est en mouvement toujours? Alors, on n'est pas d'accord les uns les autres pour l'instant, notamment avec une distillerie en particulier, qui est une distillerie qui était un client de States West Indies, de la distillerie laquelle je travaille jusqu'à il y a 25 ans, et qui a monté sa distillerie et qui lui souhaite une définition qui corresponde à ce qu'il fait. Et nous on dit, mais pourquoi pas? La seule chose, il faut aussi que West Indies qui fait du rhum depuis 1893, il veut aussi que lui puisse continuer. Tu as mes équipes sont vent debout sur ce sujet, et bien sûr que je serai à leur côté jusqu'au bout sur ce sujet. Tu sais quelles sont les discussions, le fait qu'on fait du double vieillissement, c'est-à-dire vieillissement dans le pays d'origine et vieillissement à destination. C'est sur toutes les bouteilles, on l'indique, tu le sais bien, on le marque. Et ça fait partie, c'est un des héritages du rhum. D'ailleurs, dans mon livre sur le Navy Rhum, tu verras, c'est un des 7 piliers du Navy Rhum. Bon, c'est l'héritage. La distillerie avait son chai à Liverpool et à Londres, etc. L'idée, c'est de marcher dans les pas de ces rhums. Et sur ces expressions-là, on a la marque Stays qui est en vieillissement tropical aussi. Tu vois, l'un n'excluant pas l'autre. Et donc, nous, on dit, bah oui, c'est notre patrimoine historique et on veut le préserver. Et donc là, il y a un vrai sujet, si tu veux, qui est important et qui fait que moi, j'ai Andrew et les équipes. Andrew, en plus, maintenant, il fait son doctorat sur l'histoire et les techniques du rhum de la Barbade. Il redécouvre encore des choses, même sur cet héritage-là, en disant, mais on laissera jamais ça sur la table, Alexandre. Et c'est bien normal. Et c'est la même chose à la Jamaïque. Et à la Jamaïque, c'est encore plus impactant parce que la Jamaïque,
Ça fait aussi plus d'un siècle que ces techniques telles qu'on les pratique, notamment du double vieillissement, où on vend aussi à d'autres, la marque Myers, c'est ce qui appartient à Sazerac, on la vend, elle est en double vieillissement, eh bien, ça fait des décennies, des plus vieilles marques de la Jamaïque. Ben, on va pas changer toutes les formulations et la manière dont c'est fait, et on perdrait même des clients. Bien sûr. Et donc cela, bien sûr qu'on défend ce patrimoine, et les équipes, je sais pas si tu as vu la Jamaïque, ont voulu d'ailleurs être dans le journal pour raconter cela, et c'est bien plus grand que moi. Et moi, je suis là en étant une partie de l'équipe, en disant bien sûr que je suis là avec vous, et ensemble, on défendra ce patrimoine. Et je pense qu'on ira vers une solution, j'espère. À la Jamaïque, c'est compliqué en ce moment. Et à la Barbade, où justement les patrimoines de chaque distillerie sont respectés, travaillent, et que chacun aille travailler dans le rhum. J'ai bien beaucoup aimé, une fois la Première ministre de la Barbade nous a réunis et nous a mis autour de la table en disant, bon, ça suffit, hein, vous faites du rhum, moi j'ai un pays à nourrir. Donc vous allez vous mettre d'accord et vous allez vendre un maximum de rhum barbadien, parce qu'il faut que l'argent rentre dans ce pays, parce que moi j'ai des familles ici qui travaillent. Et j'ai beaucoup aimé ça, en disant soyez bons dans ce que vous faites, ayez votre signature, votre manière de faire, et pensez dans le pays où vous travaillez. J'allais dire on ferme, pas tout à fait, puisque le sujet rhum, alors, pas vraiment. Tu parlais tout à l'heure de l'endroit où on se trouve, la péniche, la barge 166, qui fait partie un des derniers projets, même si les projets n'arrêtent jamais, mais un de ces projets un peu fous, potentiellement, dont tu as le secret. Donc ici, on se trouve sur un chef flottant. Sous nos pieds, plusieurs dizaines de fûts de 30 litres. Presque 1500, Autant, alors beaucoup de rhum, mais aussi du cognac. Est-ce que tu peux nous en parler, voir comment ça peut intéresser les gens, simplement, parce que n'importe qui peut avoir une petite pierre dans cet édifice, quoi. Alors moi, ce que j'aime, c'est partager. Pour moi, c'est une aventure gustative, ce qu'on fait, tu vois. Et j'adore partager avec. Et je remercie tous les fans, et notamment les addicts Overproof de Planteret, que j'adore. Et qui sont là et qui me mettent la pression par leur passion, d'ailleurs, hein, parce qu'ils se lèvent, ils m'envoient toujours des messages, ils sont des milliers, et des milliers qui suivent la marque et notre travail, et je te le dis avec beaucoup d'émotion, parce que j'adore leur travail, et j'adore leur passion. Tu sais qu'ils ont l'encyclopédie de plantation et Planteret, avec le deuxième volume, tu revolumes, t'en sais absolument. Il y en a 2 ou 3 qui sont... Voilà. Et je sais pas si t'es un addict, toi, non, tu fais partie du club. Bravo, bravo. Et d'ailleurs, les addicts, je leur dis, on va voter, parce que j'ai pas l'argent pour reconstruire 3. Tu sais qu'à la Barbade, on a les archives de la distillerie depuis 1893, on a toutes les recettes, on a tout. Et là, je veux reconstruire 3 alambics dont on a les archives et les dessins. J'ai un petit atelier de chaudronnerie, c'est-à-dire que nous-mêmes, on fait nos alambics et on les répare. Tu sais que je collectionne des vieux alambics, et on veut refaire ces alambics. Et j'ai l'argent que pour 1. Et on a 3. Au début, je voulais décider, j'arrive pas à me décider. Donc, c'est les addicts qui vont décider lequel on fait. À terme, on fera, j'espère, les 3. Mais bon, pour l'instant, il faut y aller, hein, doucement. Et donc, c'est les addicts qui décideront. Et donc, tu vois, l'idée de se dire et d'aller toujours dans les savoirs, tu avais ces rhums qui étaient vieillis sur les bords, les docks, hein, les quais, en fait, notamment à Londres, mais aussi à Bordeaux. Donc avec une humidité extrême. Quand tu as une humidité extrême, ta part des anges, c'est les alcools les plus agressifs, ça fait des eaux de vie, des rhums ou des cognacs très huileux, absolument magiques. Et ils s'appelaient les Early Landed dans le temps pour le cognac, qui était vieilli, qui existe toujours. Il y a quelques maisons de renom qui en fabriquent toujours. Et l'idée, c'était de se dire, tiens... mais bon, cette aristocratie britannique se faisait des produits incroyables au bord de la Tamise. Bon, on est français, là on est sur la Seine, ici, qui est ici, et c'est bien la Tamise d'ailleurs, mais la Seine, quand même. Et puis je me suis dit, on va trouver des chais au bord de l'eau, mais je me dis, mais pourquoi pas un bateau? Carrément, oui. Et en plus, le bateau a de l'intérêt, c'est parce que nous, quand on ramène nos fûts de rhum, on insiste pour que ce soit en fût, comme dans le temps, parce que Planteret bénéficie de ce vieillissement dynamique avec le mouvement du rhum dans les fûts. Il y a une interaction avec le bois qui est magique et qui donne un polish au rhum, et ça s'appelle le vieillissement dynamique. Ça existe et ça a été reconnu et théorisé au 19e siècle. Et je me suis dit, là, on va avoir le mouvement, léger mouvement de la Seine. Alors là, c'est pas l'océan, hein, mais et donc qui crée ce polish. Et puis donc cette extrême humidité qui fait des eaux de vie très huileuses. François me fait goûter, quand je viens à chaque fois, on goûte différentes choses. Et donc effectivement, c'est une aventure, la barge 66, où je me suis dit, mais pourquoi être égoïste là-dessus? On va partager. Donc, c'est un centre de recherche ici. C'est 15 ans de recherche sur le vieillissement dynamique. Qu'est-ce qui va se passer dans ces conditions-là? On a les mêmes fûts en terre ferme pour pouvoir les comparer. J'ai acheté ce projet, j'ai fait ce projet pour écrire un chapitre de ce livre et aussi pour apprendre.
et faire de meilleurs rhums et de meilleurs cognacs, en tout cas différents, basés sur ces savoirs historiques. Mais je dis, et là, il y a tous ces fans qui suivent Ferrand, Citadelle ou Planteret, qui nous disent, mais nous, et je dis, bah oui, vous pourrez, si vous voulez, vous pouvez acheter un fût, et vous pouvez acheter un de ces fûts, ces tonnelets, et qui sont là, et les gens deviennent un barrel keeper, et venir vivre l'aventure. Ils peuvent venir ici, ils prennent un rendez-vous avec François, et voir leur fût, le goûter, et puis il est sous douane ici, et à la fin, on le met en bouteille au moment optimum. J'ai goûté récemment, je te le dis avec beaucoup d'émotion, un fût, et c'est récemment, très récemment, de 2013, un cognac qui a passé donc sa première vie à Cognac et sa deuxième vie ici, 2 ans ici. C'est un bonbon au cognac. C'est affiné d'une façon magique. Il est là, tu bois ça. Et on était là, on était avec un Brésilien qui était venu ici. On était comme des fous à boire ça. Et donc, tu vois, l'idée, c'est de partager cette aventure jusqu'au bout, comme on la partage. Avec, je pense, tu vois, c'est avec Planteret ou avec Citadelle ou même Ferrand. Une petite période de 2 ans après une dizaine d'années déjà en fût, mais vu la taille des fûts et cet environnement particulier fait qu'il y a une vraie évolution particulière. L'impact est très important pour 3 choses. Tu as la micro-oxydation, c'est-à-dire ce contact avec l'oxygène par le bois de façon que tu as un petit contenant. Le fait que ton contact avec le bois est accru. Alors je travaille le bois pour qu'il ça soit pas trop tannique. C'est un très très grand tonnelier qui le fait. Je salue notamment la maison Alary qui travaille à mes côtés là-dessus. Et puis bien sûr, comme tu le dis, le mouvement. T'as l'humidité, l'oxygénation et le mouvement qui sont cette trilogie qui fait ces eaux de vie très très particulières. Et là, j'ai rien inventé. C'était la British Gentry qui se faisait ces Early Landed dans le monde entier. Projet intéressant et donc n'importe qui peut s'y intéresser et potentiellement acheter. Appeler à plusieurs, potentiellement, voilà. À plusieurs, voilà. Un tonnelet, c'est une 50aine de bouteilles. Et c'est Barge 166, il y a un site, c'est François qui s'en occupe. Et moi, j'adore. Venez nous rejoindre. C'est une aventure qu'on partage. Venez travailler avec nous, choisir le moment de mise en bouteille avec nous. Et vous allez avoir vos fûts. On a beaucoup de gens qui se mettent entre amis et qui s'achètent à 5 personnes, des ça clubs fait 10 bouteilles chacun, ou des clubs, ou des copains et des copines qui s'achètent un fût, ou quelqu'un pour un mariage, pour une naissance, etc. Et nous, on adore partager cette aventure. On a parlé cognac, on a parlé gin, on a parlé rhum. Tu as évoqué le curaçao aussi. Est-ce que bientôt tu vas faire une tournée en Asie, je crois. Est-ce que dans le futur, parce qu'il est temps de se tourner un petit peu vers l'avenir, est-ce que tu as tes 3 spiritueux qu'on a longuement débattus, et est-ce que des spiritueux japonais, chinois, coréens t'intriguent, voire même sans aller aussi loin, mais des whiskies, par exemple, le whisky, tu connais ce monde du whisky, mais tu n'as jamais eu peut-être l'envie de produire du whisky. Est-ce que le monde des spiritueux, qui est tellement vaste, te donne envie d'aller explorer aussi encore d'autres choses? Tu te rappelles ce qu'on avait dit au début de l'entretien, c'était de dire, si on n'a rien à dire d'exceptionnel sur un sujet, mieux vaut s'abstenir. Et c'est cela, tu vois. Moi, je goûte des whiskies délicieux. Ce que j'ai distillé avec Alex, avec des copains dans le whisky, en Irlande, mais notamment. Est-ce que j'ai quelque chose de spécifique où je vais faire la différence? Non, dans ce cas-là, tu vois, j'ai des idées, tu vois, mais j'ai distillé à Pichuga, du mezcal, etc., avec des amis, etc. J'ai appris le vieillissement sous amphore avec le professeur Jong, qui est mon grand frère en Corée, qui est un universitaire qui a travaillé là-dessus, qui était d'ailleurs à Wine Paris sur une méga présentation sur les spiritueux coréens. Donc, qui est quelqu'un, d'ailleurs sa fille habite avec nous depuis 14 ans, tu vois, qui veut habiter en France, ça devait être 3 mois, maintenant ça fait 14 ans. Et le professeur Jong est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, j'ai appris le vieillissement en amphore avec lui. Et là, je pourrais t'en parler, c'est magique. Bon, tu vois, et je pourrais en dire, mais là, l'idée, c'est de se dire, et on a distillé, ça s'appelle, c'est un spiritueux très particulier, avec une marque qui s'appelle Bibong, etc. Donc, je partage, et je participe à cela. Mais nous, encore une fois, si on fait quelque chose, ça sera de dire là-dessus, cette aventure, elle est spécifique. On offre des choses, tu vois, tous ces produits, je peux te raconter l'histoire. Bon, on a parlé du Navy Rum. Planteret, tu sais que le cut and dry, on travaille avec des cultivateurs de la Barbade, on a développé des petits arbres parce que pour que les noix de coco, ils sont très mûrs, ne te tombent pas sur la tête. Enfin, on a travaillé sur le truc et on travaille, il faut une noix de coco par litre, etc. Et là, tu vois, c'est des aventures à chaque fois où on se dit, voilà, là, on a vraiment quelque chose d'exceptionnel et là, on va vous le dire, on va le partager avec vous. Le coup. Et voilà. Et là, parce que tous ces gens, tous ces fans, et vraiment, je les remercie, qui nous suivent. J'aurais jamais pensé, tu vois, qu'il y aurait comme cela
ces milliers et milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes qui nous suivent, qui suivent notre travail, qui m'envoient des messages en permanence. Et merci, ça m'inspire à chaque fois. Je prends pas cette confiance à la légère. Vraiment, on est là et je veux partager avec eux. Et si je m'intéresse si un jour on dit tiens, on va prendre la parole sur un produit, ce sera une prise de parole qui sera toujours très tranchée comme on fait les choses, très distincte. Et on pense qu'on va faire une différence. Après, comprise pas, c'est pas moi de décider, c'est à vous, tous ceux qui nous écoutent. Le Curaçao, le dry Curaçao, c'était retravailler ces Curaçao du 18e à l'orange. J'ai travaillé avec un universitaire américain. On aurait pu écrire un livre sur le Curaçao. Je suis pas sûr qu'il y aurait eu beaucoup de lecteurs. Mais voilà, sur ce sujet qu'on a complètement fouillé pour faire un dry Curaçao, cette liqueur, cognac, brandy, orange qui soit magique et qui est, je suis très flatté d'ailleurs, le chouchou de tous les grands bartenders qui l'ont là un petit peu comme... Il y a un bartender américain qui m'a dit ton Curaçao, j'utilise dans mes recettes et en plus... C'est le Chatterton du bartender. Quand il y a un truc là qu'il faut le remettre en place, ton Curaçao, ça répare tout. D'accord. Très bien. Eh bien, alors, pas forcément d'eau spiritueuse jusqu'à ce que tu aies quelque chose de particulier, de spécifique à raconter. D'autres plans, alors tu nous parlais du Navy Rum qui va bientôt sortir en France avec le livre, en même temps, traduit en français. Ouais. Un troisième ouvrage dont tu parlais également. Niveau produit, à quoi on peut s'attendre? Tu évoquais aussi les extrêmes, la prochaine collection Planteret. Est-ce qu'il y a autre chose? Enfin, tu n'arrêtes jamais, donc j'imagine qu'il y a autre chose. Mais nous, si tu veux, beaucoup de travail, bien sûr, sur ces trois spiritueux. Sur le gin, tu le sais, on a la distillerie maintenant dédiée complètement Citadelle. Avant, c'était sur cette alternative. Donc, avec une édition chaque année un peu folle. Hein, tu l'as vu, où on a un moment, on a distillé, j'adore la charcuterie, les cornichons. J'ai distillé des cornichons avec Vive le cornichon, qui est quelque part. Tu as cela, tu as aussi beaucoup de travail, Cognac a un patrimoine historique, technique absolument fou, tu l'as vu, ce travail sur les essences de bois qui font pas partie de l'AOC, j'aimerais bien qu'à un moment donné, ça serait ouf, ça serait mon rêve, vraiment mon rêve, avec beaucoup d'humilité, mais c'est des siècles de savoir comme cela que j'ai étudié, qui font des cognacs aussi remarquables. Donc là, je pense que vraiment il y a un travail dingue et c'est des années de travail, hein, c'est des décennies de travail, qui, comme un moment, là, voilà, l'iceberg sort de l'eau, mais il est là en travail déjà pendant des années. Donc beaucoup de travail là-dessus, bien entendu. Sur les formes d'alambic, tu sais que je dessine mes alambics avec David Pym qui me les corrige. Et donc construire des alambics du passé et qui avec nos savoirs actuels à la Barbade, bien sûr. Aussi, ça fait, la liste est longue, mais ça fait de 5 ans qu'on travaille sur des variétés spécifiques de canne à sucre qui soient réellement adaptées au rhum de la Barbade et au terroir de la Barbade. À la Barbade, tu as la Sugarcane Breeding Station, qui est centre de recherche de la canne depuis 1880. Et donc là, faire des travaux complètement. Et là, on a planté l'équivalent de 30 acres de canne sur des variétés qu'on a étudiées depuis 5 ans pour celles qui vraiment nous intéressent pour le rhum. Donc tu vois, c'est toujours continuer à travailler comme un rayon laser sur ces produits avec des expressions. Et puis nous, bon, c'est vrai que si je travaillais sur une grosse boîte, je me ferais toujours virer parce qu'il y a toujours des produits nouveaux qui arrivent, qui sont le fruit de cette recherche et qui sont cette aventure partagée, et qui toucheront bien sûr ces trois spiritueux. Et puis bien sûr, tu l'as vu, bon, le dry Curaçao étant une expression basse cognac, donc très spécifique que tu retrouves. Et puis 2-3 autres petits secrets aussi par rapport à tous nos raisins et tout ce qu'on fait. Bien sûr, sur le travail, donc continuer ce métier, si on reste en bonne santé tous, et puis toute cette équipe que je salue à mes côtés, je te l'ai dit au départ. Absolument. Tous ces gens qui m'ont rejoint au fur et à mesure. On parlait du rhum, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont des légendes de ce métier. Et deux sont des Legends of Rum, Digger, et puis aussi Vivian Wisdom, qui est un grand de la distillation jamaïque, qui travaille avec moi depuis de nombreuses années, et de travailler sur des expressions qui sont assez folles, et notamment quelque chose où l'équipe me dit non, c'est pas une bonne idée de le lancer, mais je veux qu'on le lance. En d'habitude, c'est pas moi qui dis, ça m'excite un peu, voilà. Et c'est tu sais, on dit toujours à la Barbade quand un rhum il est délicieux et qui est fabuleux, on dit this rum is rumming. Ce rhum, c'est un verbe, rhummer. Ça rhum. Et tu vois ce que je veux dire? T'as des rhums, ça rhum pas, quoi. Quand c'est bon, ça rhum. Alors c'est ça. Et là, si tu veux, dans les assemblages, tu vois, tu travailles dans ce cas-là sur des fermentations longues, tu le sais, pour donner de la texture pour que ça rhum. Et en fait,
certains pays, notamment la Barbade, la Jamaïque et le Guyana, sont certainement historiquement à l'origine de cela, travaillent sur des fermentations très longues, sur des manières de travailler avec une acidification de terroir, etc., avec des jus de canne, souvent un petit peu vinaigrés, des techniques complètement folles, qui sont souvent secrètes. Et j'ai été éduqué sur les techniques de 2 distilleries sur ce sujet, qui sont 2 des 4 distilleries qui connaissent ces techniques dans le monde. Et tu peux faire des concentrations en ester. Tu sais, les esters sont là. Et à la Jamaïque, d'ailleurs, c'est considéré un secret d'État. Au-delà de 1600 grammes par hectolitre, tu n'as pas le droit de le sortir de la Jamaïque et d'exporter si tu utilises en assemblage. Et à la Barbade, tu n'as pas ce plafond. Et donc, on fait des fermentations jusqu'à 5000 grammes, qui sont des choses complètement folles. Et là, j'ai envie de mettre sur le marché une petite bouteille ces choses très estérisées. Dans le temps, ça s'appelait des robes de Hogo, H-O-G-O, ça vient du français Hogo d'ailleurs. Et de faire, nous on les appelle les Hogo Monsters, ceux qui sont à plus de 1600, et de faire un Hogo Monster à 2002 ou 2003, et qui sera, tu vois, quand tu bois quelque chose et que tu dis, tiens, je le ferai romer encore plus, tu te mets une petite cuillère à café. Comme moi, en tant que maître assembleur, je l'utilise dans mes assemblages, et pourquoi pas un grand bartender ou quelqu'un qui veut se faire plaisir de se dire, tiens, petite touche là dans mon cocktail, ou dans, même tu te bois de la ginger beer, c'est délicieux, tu t'en mets quelques cuillères. Et cela, pourquoi nous, les professionnels, on travaille sur ces méthodes. Et j'adore partager des secrets que j'ai appris techniquement, et ça, c'est technique. Donc, on va certainement faire cette petite bouteille. J'en ai mis l'équivalent de 5000 et quelques petites bouteilles de côté, pas pour les assemblages, mais pour commercialiser. Et donc, tu devrais avoir ce Hogo Monster qui va sortir, je pense, sauf si Angélique, mais vraiment un veto, mais qui va sortir pour les amoureux des aventures folles. Moi, mon rôle, c'est d'emmener vos papilles et dans des contrées où elles ont jamais été. Et ça, que ce soit Planteret, Citadelle ou Ferrand, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Eh ben super. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Pour ce petit mot de la fin, et ça y est, j'ai envie déjà. Merci beaucoup de nous accueillir ici et puis pour ton temps. Un grand plaisir. Et puis à très bientôt. Mais continue l'aventure ensemble. Merci beaucoup. Merci du temps. Merci à toi.